Bonjour à toutes et tous, salut, bienvenue dans le Talk de France Info, salut Nawal, salut Cristalgre, salut Bandini, salut Christiane, salut Sergio, salut Yanamat, salut à toutes celles et ceux que je ne peux pas saluer parce que vous êtes très nombreux comme tous les soirs, comme tous les mercredis et les jeudis soirs, de 17h à 19h dans le Talk de France Info, on pose ses valoches pour aller sonner à la réception du grand hôtel de l'actu économique, diplomatique, politique, l'actu des sciences, de la tech, du web, des idées aussi, 2 heures ensemble avec plein d'invités, avec vous dans le chat, pour aller poser un stéthoscope sur le pouls de l'actu, faire résonner ces systoles parfois dissonantes dans l'écho du monde, 2 heures pour dézoomer et faire le point sur ce qui semble flou alors que parfois il y a un loup. 2 heures si vous le voulez bien pour mettre un peu de raison dans les passions. Ce stream on le fait ensemble, vous posez vos questions dans le chat, vos questions elles terminent par un point d'interrogation, elles commencent s'il vous plaît par une majuscule, elles sont signalées par la lettre Q comme question, comme ça je le vois. Et puis il n'y a pas beaucoup de règles en réalité. La première règle, c'est la courtoisie, s'il vous plaît. Et la deuxième, c'est la bienveillance. Et puis, c'est de mettre un point d'interrogation à la fin de votre question. Au programme aujourd'hui, de 17h à 18h, le serpent de mer de l'abrogation de la réforme des retraites, fichu à la porte d'un coup de balai par Emmanuel Macron, avec François Bayrou qui retient la porte, mais qui revient par la fenêtre. L'abrogation, pas le Premier ministre. Et puis, avec l'été qui se dessine, le retour des motions de censure, un récif sur lequel s'écrasera, mais peut-être pas tout de suite le gouvernement, ou ne s'écrasera pas peut-être, mais qui pourrait compliquer sa croisière dans les eaux peu paisibles du budget et du scrutin proportionnelle. On va peut-être aussi parler du Parti socialiste qui est en train d'élire son secrétaire général. Et on va peut-être aussi parler beaucoup, parce que Virginie Leguet a beaucoup insisté, de l'anniversaire des 12 mois de la dissolution. Ce sera jusqu'à 18h, heure à laquelle on ira naviguer dans les eaux sombres des crypto-rapt, ces séries de kidnapping dans le milieu de la crypto-monnaie. On va voir pourquoi les cryptos en particulier suscitent les appétits du crime organisé. Ce sera aussi l'occasion d'un peu de lexique pour celles et ceux qui n'ont toujours rien compris au Bitcoin et autres Ethereum. Ce sera jusqu'à 19h. Pour l'heure et pour l'instant, il n'est jamais que 17h09 passé de 41 secondes à Paris. La même heure sur la place de la Concorde, d'où le badaud printanier peut poser ses yeux alanguis sur le Palais Bourbon à Paris, où ce matin, les députés de l'Assemblée nationale ont adopté une résolution demandant l'abrogation de la réforme des retraites. C'est un texte qui n'est pas contraignant, dont la portée est uniquement une portée symbolique. Un texte adopté par l'ensemble de la gauche et le Rassemblement national et qui vise à mettre la pression sur le gouvernement pour abroger l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Bonjour Émilie Zapaski. Bonjour Ludo. Salut Émilie. Salut Émilie, t'es communicante politique. C'est bien, c'est le Bonjour à tous. Je suis en vacances après demain, c'est pour ça. T'es communicante politique, éditorialiste, fondatrice d'Émilie Conseil. À tes côtés, Thibaut Petit. Salut Thibaut. Salut. T'es journaliste politique à TF1, en face de moi Virginie Leguet. Salut Virginie, bienvenue. Bonjour à tous, bonjour. T'es journaliste politique, éditorialiste à France Info TV. Est-ce que la réforme des retraites va finir par être abrogée? L'Assemblée nationale a voté ce matin une résolution défendue par le groupe des députés communistes qui a demandé donc l'abrogation de la réforme qui avait porté l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Un texte qui avait été adopté à l'époque sans vote, c'était ce matin au Palais Bourbon. Le scrutin est clos. Votant 233, exprimé 233, majorité 117 pour 198 contre 35. L'Assemblée nationale a adopté. Bon, c'est un texte qui ne vaut pas grand-chose, puisque c'est un texte qui n'est pas contraignant, qui a une portée symbolique. Pourtant, ça représente pas mal de monde. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Bon, déjà, on voit que les rangs quand même étaient un petit peu vides à certains endroits dans l'Assemblée. Donc tout le camp macroniste, enfin présidentiel, s'est abstenu évidemment sur cette réforme. C'est symbolique parce que dans 15 jours, il y a la fin du conclave qu'a lancé François Bayrou sur les retraites. Donc c'est histoire de mettre un petit peu la pression. C'est qu'il y a une manifestation aussi, mais il n'y a que, je crois, le syndicat CGT qui a appelé à manifester. Donc c'est symbolique pour mettre un petit peu la pression, mais on sent qu'il y a une perte de vitesse dans cette revendication-là, parce que le temps a passé, il y a d'autres choses qui se sont passées en même temps, et pourtant, on voit, même si les rangs n'étaient pas tous remplis de l'Assemblée, qu'il y a une espèce quand même toujours de majorité de personnes politiques, et on sait dans la population aussi, qui est pour l'abrogation de cette réforme. C'est vrai qu'elle a été passée de manière très dure, avec le 49.3, avec je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y avait des manifestations. Et finalement, c'est pas passé, cette colère et cette opposition. Simplement, on a l'impression que c'est un peu une bataille perdue d'avance. Je pense que probablement c'est perdu d'avance. On ne sait pas ce que le conclave va donner.
C'est un conclave qui va accoucher d'un flanc. Bah, ouais, c'est pas complètement idiot, mais oui, on a l'impression que François Bayrou, c'était surtout pour gagner du temps, hein. C'est un peu sa technique. À chaque fois qu'il y a un sujet difficile, il le prend, il l'envoie un petit peu plus loin, et puis on va voir ce que ça donne. Bon, il y a le budget aussi hein, qui est lancé comme ça jusqu'en juillet. Bon, on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais probablement un flan ou quelque chose qui ressemblerait à une crème brûlée peut-être. Mais en tout cas, je pense au fond, pour finir là-dessus, que c'est quelque chose qui va rester dans la population. Il y a quand même, ça, à mon avis, ça alimente une espèce de colère qui passe pas depuis quelques années, où des gens ne s'y retrouvent pas économiquement, socialement. Et voilà, ça fait un argument de plus. On était contre, on a manifesté qu'on était contre, et pourtant c'est passé quand même. Le flan, la crème, est-ce qu'on file la métaphore de la pâtisserie, Thibaut Petit? Ouais, on a l'impression que finalement... La rime est très pauvre. Ouais, mais on a l'impression qu'en fait, ce résultat-là, finalement, on s'y attendait. Enfin, est-ce qu'une majorité de députés était pour l'abrogation de la réforme des retraites? Évidemment, oui. Donc ça ne fait que confirmer ce qu'on savait déjà, et évidemment mettre la pression sur le conclave. D'ailleurs, conclave, c'est intéressant, parce qu'au départ, le but du conclave, c'était de dire, on va laisser tranquillement les partenaires sociaux travailler. Finalement, on a eu François Bayrou, qui, déjà le premier, a dit mais finalement on reviendra pas sur l'âge de départ à la retraite, alors qu'il avait dit lui-même qu'il n'y aurait pas de tabou. Là maintenant on a les députés, alors là on a vu que les rangs étaient principalement remplis à gauche, un peu plus clairsemés du côté du Rassemblement national, et complètement vide, on peut le dire, du côté du camp présidentiel. Donc là qui met encore la pression sur le conclave. Et après, en fait, ce qu'il demande, c'est à ce que le résultat du conclave passe ensuite à l'Assemblée nationale. Là, clairement, c'est un petit avant-goût de ce qui va arriver dans les prochaines semaines pour faire monter la pression sur le gouvernement et évidemment dire si vous ne nous soumettez pas ce qui va ressortir du conclave après à l'Assemblée nationale, eh bien on vous censurera pour justement prévenir les Français que ce sujet va arriver et qu'ils soient évidemment prêt, j'allais dire, et faire monter aussi peut-être un peu la colère, justement pour qu'ils soient un peu réceptifs, parce que vous l'avez dit, mais il y a un peu, j'ai l'impression, de lassitude, et en effet, on est parti du principe maintenant que c'était bon, c'était fait, c'est 64 ans, et ça bougera plus, et les députés essaient, notamment les députés de gauche, essaient de remettre aussi l'idée que non, ça peut bouger, on peut encore avoir des combats, et c'est d'ailleurs assez surprenant qu'avec une majorité de députés qui sont pour revenir sur cet âge de départ à la retraite, ils n'y arrivent pas. Virginie Cristalgre dans le chat te prête de bienveillants sentiments à l'égard de notre Premier ministre. Cristalgre qui dit Virginie, elle se prépare, elle va nous passer Bayrou à la moulinette, je le sens bien. Virginie Leguet. Virginie, elle dit aussi que tout ça, c'est quand même de la gesticulation, parce que voter une proposition qui n'a aucune force contraignante, c'est comme rien faire. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils l'ont voté. S'ils avaient voulu faire un vrai texte, une vraie proposition de loi, après tout, on peut défaire ce qu'une loi a fait par une autre loi. Il y en avait déjà eu une proposition du Rassemblement national, notamment, qui avait été justement proposée il y a quelques mois sur leur niche parlementaire. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est qu'il y avait eu de l'obstruction parlementaire. Les débats avaient duré jusqu'à minuit. Et à minuit, la niche parlementaire du Rassemblement national se terminait. Et ils n'ont jamais pu terminer l'examen du texte. Voilà, donc ça dit les choses, c'est-à-dire qu'on s'amuse à faire des propositions pas contraignantes pour dire « Oh là là, on n'est pas content de cette réforme, vraiment, vous savez, on s'en souvient comme d'une mauvaise réforme et les Français sont très contre. » Moi, je pense que les Français s'y sont partiellement faits, même s'ils sont contre et même s'ils estiment que ce n'était pas une bonne réforme, ils ont partiellement intégré et en plus, je crois qu'ils ont partiellement compris que si on veut sauver quelque chose de l'ordre de notre système de retraite, il faut effectivement travailler plus, même si ce n'est pas très agréable à entendre. Alors, est-ce que les députés qui veulent l'abrogation de cette réforme surfent sur le mécontentement des Français? Évidemment. Est-ce qu'il va se passer quelque chose? Évidemment pas. Est-ce que le conclave va avoir des conclusions? En aucun cas. Est-ce que ça va changer quoi que ce soit ce qui a été voté il y a 2 ans? En aucun cas. Est-ce que François Bayrou a l'intention d'y revenir? Je crois qu'il a surtout un veto tout à fait ferme du côté de l'Élysée et du côté de Bercy qui lui dit que non. D'ailleurs, je rappelle que depuis qu'elle a été adoptée, la réforme court, donc elle prend ses effets au fur et à mesure. Chaque trimestre, elle avance. Donc là, on n'en est déjà plus à l'âge qui était avant la réforme. Donc je trouve que tout ça, c'est bien de la gesticulation. Je rappelle aussi que oui, alors François Bayrou, c'est vrai qu'il n'a pas du tout mon indulgence parce que je trouve qu'il est trop obsédé par sa propre survie et en aucun cas soucieux du devenir du pays, qu'il est prêt à faire du surplace jusqu'en 2027 au prix de son existence à Matignon et que ça, je trouve que c'est vraiment la négation
déformation même de ce que doit être l'engagement politique. Donc oui, ça me met un peu en colère de me dire que tout le monde dit « Oh là là, faudrait faire ci, faudrait faire ça », en ayant bien l'intention de ne rien faire jusqu'en 2027 et en disant « Je peux toujours parler, comme de toute façon, on n'arrive pas à dégager des majorités à l'Assemblée nationale, les textes ne passeront pas. » D'ailleurs, et j'en termine, pardon, on voit bien en ce moment ce qui se passe à l'Assemblée, c'est qu'il y a des propositions de loi. Et la différence avec les projets de loi, c'est que les propositions de loi, elles émanent des députés. Il y a des propositions de loi gentillettes parfois, certaines plus intéressantes que d'autres, mais il n'y a pas de grands textes structurants et il n'y en aura pas. Donc on est vraiment en train de perdre un temps précieux où on pourrait faire des vraies réformes et cette proposition de loi en est un exemple parfait. Ça anticipe un peu sur le sujet suivant, c'est-à-dire la dissolution, parce que là, pour le coup, je trouve que François Bayrou, il n'y est pas pour grand-chose de ne pas pouvoir avancer quoi que ce soit, parce que c'est bien impossible. Il est très content de la situation, en tout cas. Il joue l'immobilisme, ça c'est vrai, c'est sa survie qui est en jeu, mais globalement, difficile de faire une réforme, à part, par exemple, la fin de vie qui est en train de passer et d'être adoptée, mais il n'y a pas, en effet, de majorité, et donc on sait bien que il n'y aura pas de grande réforme, parce que c'est pas possible. Alors c'est vrai que Bayrou, ça lui convient probablement, ça l'arrange, c'est son caractère qui a un côté un petit peu flottant de sa part, mais c'est plutôt bienvenu pour le moment parce que globalement on peut rien faire. Et moi là où je suis plus sceptique, c'est quand même, je pense que les Français, cette réforme, ça me fait penser au traité sur l'Europe. Il y a un côté, il y a 20 ans, c'est vrai. On nous fait avaler des trucs qu'on voulait pas, et je pense que ça peut rester sur le plan démocratique. D'abord, ça peut nourrir l'abstention parce que c'est aussi de dire j'ai beau voter, j'ai beau dire que je suis contre, on m'écoute jamais, quoi. Et ça, c'est très mauvais. Et c'est vrai que Bayrou, alors autant il peut pas faire grand chose sur les réformes, mais autant il essaie de contourner le Parlement. Le conclave en est une image. À chaque fois qu'il y a quelque chose, là, sur le modèle social, le financement du modèle social, c'est pareil, il veut lancer aussi... Bandini dit qu'il ne manque pas d'humour ce soir, dis donc. Bonjour Bandini. Qui dit ce conclave, c'était une initiative de dialogue social sans flashball, qui avait perdu de sa crédibilité dès le départ. Au départ, c'était pour s'annexer les faveurs du Parti Socialiste, qui finalement, il a complètement roulé dans la farine, parce qu'au départ, il leur avait dit, oui, on va tout remettre à plat, vous allez voir ce que vous allez voir, on va détricoter, oui, vous allez pouvoir avoir carte blanche. Finalement, ils n'ont pas du tout carte blanche. Et d'ailleurs, il y a une partie des acteurs du départ qui ne font plus partie de ce conclave. Donc c'est vraiment de l'embrouillamini. Oui, embrouillamini, alors que si on réfléchit, donc ça manque de démocratie vraiment directe, et ça manque aussi d'idées, parce qu'un conclave comme ça, en fait, quand il y avait la retraite, les réformes sur la retraite, il y avait plein de réflexions sur les différentes façons de financer ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, d'ailleurs les syndicats avaient dit, nous on a des ressources, on a des idées, il y a d'autres façons que de repousser l'âge de la retraite. Donc on aurait pu en profiter, et je pense que les syndicats, au début, sont partis un petit peu sur cette idée de trouver d'autres solutions. Mais c'est vrai qu'après, les tabous sont tombés, et donc on peut plus bouger ça, on peut plus bouger ça. Donc au final, on se rend compte que c'est une grosse mascarade et que ça ne sert à rien. Mais je pense que tout ça et toute cette phase risque de laisser des traces à la fois sur le travail du Parlement, sur la crédibilité du pouvoir, sur la capacité du pouvoir à prendre en compte les préoccupations des uns et des autres et leur avis. Donc ça risque de laisser des mauvaises traces. Toute cette période, elle n'est pas bonne en fait. On sent qu'elle n'est pas bonne. Oui. Sur le manque de démocratie, je voulais même ajouter quelque chose, c'est qu'il y a une manière qui a changé aussi à l'Assemblée nationale depuis peu. Là, sur deux textes, on a eu des motions de rejet qui ont été adoptées. Alors la motion de rejet, pour expliquer ce que c'est en gros quand on examine un texte, au tout début... Motion de rejet préalable. Voilà, c'est ça. Les députés peuvent déposer une motion de rejet. En gros, ça veut dire on vote sur est-ce qu'on rejette direct le texte, et comme ça on vote, on ne débat pas de chacun des articles, juste on rejette en bloc le texte. Et bien maintenant, les défenseurs du texte votent la motion de rejet. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on rejette le texte, et ben ça le renvoie soit au Sénat, soit ça le renvoie à ce qu'on appelle la commission mixte paritaire, qui en gros, on rassemble des sénateurs, 7 députés, et on redébat le texte. Mais en gros, pour contourner les débats à l'Assemblée nationale, on a maintenant les personnes qui soutiennent un texte qui vont voter une motion pour le rejeter, pour éviter les débats à l'Assemblée, et ça, c'est assez nouveau en fait. C'est même assez, je trouve, désolant, parce que on se dessaisit nous-mêmes de notre propre responsabilité, parce qu'on sait qu'on n'arrivera pas à dégager une majorité sur ce texte. Donc on préfère le renvoyer soit à une commission mixte paritaire, soit au Sénat, qui est à droite, et qui va le durcir ou qui va le revoter dans sa forme. Les gars, assumez votre responsabilité. Vous êtes tous parlementaires. Vous pouvez dégager des majorités si vous le voulez vraiment sur certains sujets, mais
pour ça, il faut passer au-dessus de vos égos, il faut passer au-dessus de vos clivages, il faut passer au-dessus de vos vieilles haines recuites, et vous montrerez un autre visage de la politique que ce que vous êtes en train de montrer depuis 2022 et 2024. C'est pas gagné. Hein. C'est dommage, c'est dommage. Alors, est-ce qu'il ne faut pas réformer une partie, je sais pas, du règlement de l'Assemblée, faire un nouveau droit parlementaire? Il faut Est-ce que c'est encore adapté à la structure de l'Assemblée? Les esprits, les volontés, le sens de la responsabilité de chacun. C'est scandaleux de ne rien faire pendant des mois en disant on ne peut rien faire. C'est pas un acquis de départ de ne pouvoir rien faire. C'est parce qu'ils le décident. Ils décident que chacun restera coincé sur sa position et qu'on ne travaillera pas ensemble. Après tout, les coalitions, ça existe. Entre gens qui ne sont pas d'accord sur les choses, ça existe dans d'autres pays. Mais chez nous, c'est même pas pensable. Moi, je pense quand même qu'il y a une volonté quand même d'essayer d'avancer. Et tu l'as dit tout à l'heure, il y a des propositions de loi qui parfois d'ailleurs détricotent des choses qui ont été tricotées. Je pense ont eux-mêmes fait. Aux ZFE ou à la loi du plomb aussi, qui remet dans l'agriculture des produits qu'on aimerait ne plus voir, mais on n'a pas de solution. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même un travail parlementaire, mais il n'y a pas les conditions pour justement pouvoir faire des réformes un peu d'ampleur. Et là où je trouve que tu as raison, c'est qu'il y a moins de travail de fond sur quelque chose qui soit un peu cohérent. Oui. En fait, comme l'Assemblée est très morcelée, on a aussi des thématiques qui sont très morcelées et qui vont en avant, en arrière, et qui ne créent pas quelque chose de lisible et de constructif pour la France globalement. Et je pense que ça, tous les citoyens, on le ressent, c'est-à-dire qu'on est dans un truc où on va un peu à droite, un peu à gauche, un peu d'écologie. Ah bah non, parce que... Et voilà, plein de petits textes, mais qui ne construisent rien. Et globalement, les uns et les autres s'y retrouvent pas tellement dans leur situation personnelle ou professionnelle, parce que ça crée pas ni de dynamique, ni quelque chose de cohérent. Et puis, on voit bien que la dette, pendant ce temps-là, elle s'accentue. Enfin, on voit pas d'issue, en fait. Et ça peut poser un véritable problème à terme. En plus, on arrive dans des moments d'élection. Donc, on sait que rebelote, on va passer dans une moulinette où il y aura beaucoup de promesses, beaucoup d'actes qui seront en suspens. Je pense aux municipales. Hein, tout s'arrête dans les villes, en gros, un an avant. Ouais, voilà. Donc, c'est un peu stressant parce qu'on se dit, mais quand est-ce qu'on va construire quelque chose un peu de costaud pour la France, se reprendre un peu en main et puis revoir les choses de manière un peu positive, quoi. Et sur la question de changer le système, il y a un projet de François Bayrou qui est celui de la proportionnelle. Alors je sais pas si, je suis pas sûr que la proportionnelle aiderait forcément à avoir. Au moins on irait jusqu'au bout de la démarche. Mais en tout cas, ça fait partie des propositions de François Bayrou. Enfin, la proportionnelle, c'est son projet depuis des années. Depuis tout le temps. Voilà, mais est-ce qu'il va y arriver ça? Oui, puis il y avait aussi l'idée. Partir du principe que malgré tout ce qui s'est passé en 2024, c'est une forme de proportionnelle, avec un scrutin majoritaire à deux tours. Il y a un résultat à l'Assemblée nationale qui ressemble à une forme de proportionnelle. Donc moi, je veux bien que François Bayrou s'accroche à cette idée depuis 40 ans. D'ailleurs, c'est une des rares idées qu'il a maintenues pendant toute sa carrière. La proportionnelle, mais c'est vrai. Le RN ne serait pas du tout d'accord de dire qu'on est dans un système proportionnel. Parce qu'avec la proportionnelle, non, mais ça y ressemble un peu. Mais ça y ressemble. Ça y ressemble parce qu'on n'a pas de majorité absolue. Et que le second tour a un peu faussé les choses, mais c'est vrai. Et d'ailleurs, si on regarde les effets de la proportionnelle sur l'ensemble des groupes, on voit que, évidemment, le RN s'en sortirait renforcé, mais que l'ensemble des autres partis qui ont bénéficié d'alliances, de reports au second tour, s'en sortiraient très affaiblis. Donc là aussi, on perd du temps parce que ça ne sera jamais adopté. Je veux bien parier avec tout le monde que jamais ce texte ne sera adopté. Jamais. Il y avait un mode de réforme, mais il y avait le référendum. Il y avait aussi cette idée de référendum qui a été très décevante aussi, hein, avec une intervention d'Emmanuel Macron mi-mai qui était censée un petit peu avancer là-dessus. Il nous en avait parlé pendant les vœux. Et pas vraiment. Et puis finalement, ça fait flop complètement. Donc c'est vrai 3 heures qu'on est. Pour ne rien dire. Oui, ça globalement. Mais c'est pareil, ça, c'est des idées. Pourquoi pas mais aller jusqu'au bout, quoi. C'est dommage parce que ça peut être intéressant aussi de voir quelles sont les modalités pour éviter un vote pour ou contre Macron, hein, parce qu'on sait souvent qu'une seule question, ça se termine comme ça. Mais voilà, c'est des choses qui peuvent peut-être un petit peu renouveler le champ politique parce qu'on est coincé pour l'instant au Parlement. Mais il faut bien trouver des choses parce qu'on ne va pas rester dans cette situation pendant 2 ans, avoir que des petits bouts de lois, de textes, de circulaires et beaucoup de communication. En fait, on a l'impression qu'en ce moment... qui relèveraient pas forcément même de la loi. Non, Retailleau fait sa communication là-dessus, ministre de l'Intérieur. Il travaille juste des circulaires en les renforçant et avec beaucoup de communication par-dessus. On est dans
dans quelque chose de très superficiel, en l'occurrence, en ce moment, je trouve, sur le plan politique. Je voudrais faire une petite observation. On est quelque chose sur d'autant plus superficiel que personne ne travaille vraiment, en fait. Quand on entend les différentes propositions des différentes familles politiques, ben, moi, je n'entends rien de nouveau, rien de novateur, rien de moderne. C'est que des vieilles choses qui ressortent année après année. Et justement, parce qu'en ce moment, ils sont un peu sous-occupés, qu'ils pourraient se mettre à travailler. Moi, je suis très frappée, par exemple, de ce qui se passe, mais on y reviendra peut-être, en ce moment au PS. Qu'est-ce qu'on entend du PS? Rien. Qu'est-ce qu'on entend de la droite? Alors, on entend Bruno Retailleau, c'est une chose, mais on l'entend sur des sujets bien identifiés. Mais sur tous les autres sujets, on n'entend rien. C'est-à-dire que réfléchir, préparer, se dire tiens, on est en 2025, on n'est plus en 2085, 95, 2005, 2015. Moi, j'entends indéfiniment les mêmes reproches, les mêmes incantations, les mêmes vagues propositions, mais je trouve qu'il n'y a pas de travail de fond, alors que là, ils auraient tous le temps de le faire. On va parler de la droite, bien sûr, on va parler des socialistes aussi, bien sûr. Il y a une question de Cristalgre dans le chat. Salut Cristalgre. Est-ce que ce moment peut être qualifié de fin de règne très précoce? Et est-ce que finalement, il y aura seulement 2027, l'élection présidentielle, qui pourrait relancer la machine? C'est vrai que ça sent un peu la fin de règne. Il y a un côté comme ça. En plus, on a vu Emmanuel Macron en difficulté depuis la dissolution. Il est un petit peu revenu sur le devant de la scène avec toute cette séquence européenne, avec photos dans le train, etc. Enfin, tout ce côté-là, mais qui fonctionne, hein, sa cote de popularité remontée. Dans l'avion. Petite giflette dans l'avion et surtout communication de crise assez maladroite. Donc on voit que c'est très difficile pour lui de tenir quelque chose sur le devant de la scène jusqu'en 2027. Donc oui, ça sent un peu la fin de règne. Mais moi, je crois que plus que ça, c'est aussi les effets du macronisme qui ont été assez dévastateurs. Parce que c'était une idée, pourquoi pas, sur le papier intéressante, hein, de dépasser les clivages, de prendre un peu à droite, un peu à gauche, un peu au centre, tout ce qui pouvait être pragmatique et fonctionner. Mais en gros, on voit que dans la pratique, ça fonctionne pas du tout. C'est joli sur la lettre, mais ça ne fonctionne pas. Et ça amène à beaucoup de déceptions, beaucoup de court-termisme, beaucoup de superficie, ce qu'on disait, choses superficielles. Et surtout, ça a enlevé ce clivage gauche-droite qui, quelque part, donnait un petit peu des repères à la société française, par ailleurs aussi dans d'autres endroits aussi, autour de nous. Et on a l'impression que c'est un peu les prémices du post-macroniste qui est en train de se mettre en place, déjà au niveau des personnalités qui se voient déjà très très loin. Il y en a beaucoup. Hein. Ouais, il y en a beaucoup. Chaque jour, il y en a une de plus. Il y en a beaucoup, c'est difficile d'y voir clair. Mais aussi, cette espèce de clivage, on sent qu'il y a, on parlait de la droite, une droite qui se recompose, même si pour l'instant l'offre au niveau des thématiques est maigre, mais il y a déjà une personnalité. Il y a un petit espoir là-dessus. Bon, au PS, c'est vrai qu'ils font pas beaucoup de bruit, en tout cas à la gauche, bon, on sait pas trop ce qui se passe, mais il y a une espèce de tentation quand même de revoir un peu cette interface entre des idées de gauche, des idées de droite, qui se remet un peu en place. Et c'est vrai que pendant toute cette période de macroniste, ça a un peu déboussolé les uns et les autres, même dans son propre socle, hein, parce qu'il s'y retrouvait pas complètement. Et on a l'impression qu'on va passer à une autre période, comme s'il y allait avoir là 2 ans de latence avec les municipales et où ça va être un petit peu, chacun va reprendre un peu ses marques. Oui, ça va être difficile, ça va être long, mais bon, il faut rester positif. Il faut peut-être penser que chacun va essayer de remettre de l'ordre un peu dans son camp et de réorganiser ça. Sur la fin de règne, c'est vrai que... Alors, moi, je trouve qu'on l'est un peu moins par rapport à l'ère Barnier, où là, vraiment, Emmanuel Macron était totalement en retrait, on l'entendait plus du tout. Il est revenu sur le devant de la scène depuis que François Bayrou est Premier ministre, notamment, on l'a dit, sur la guerre en Ukraine, sur toutes les thématiques internationales qui sont en fait, du coup, j'allais dire, sa chasse gardée. Et là, par contre, c'est vrai que ça se tasse un peu plus. On parle un peu moins de la guerre en Ukraine. Donc, on l'entend un peu moins. Il est revenu avec cette émission, alors, sur notre antenne, pendant 3 heures, où on attendait en effet des annonces, notamment sur le référendum. C'était la question sur laquelle on l'attendait. Et puis à la fin, rien. Et donc, pourtant, journaliste Gilles Boulot a cherché. Hein. Il a proposé plein de thématiques, mais non, à chaque fois c'était non. Je trouvais que vous aviez très bien fait les choses. Mais 3 heures pendant lesquelles il a finalement défendu son bilan. Et normalement, on défend son bilan à la fin de son quinquennat, enfin 2e quinquennat. Mais là, du coup, on est 2 ans avant et il est déjà en train de défendre son bilan, alors même que son quinquennat n'est pas terminé. Au contraire, on s'attendait à ce qu'il dise bon voilà, point d'étape, on est à 2 ans de la fin. Voici les grands projets que je lance pour ces 2 années à venir.
et potentiellement mon successeur pourra prolonger s'il le souhaite. Mais là, du coup, on n'a pas de cap en fait pour ces 2 prochaines années. Mais peut-être aussi parce que Emmanuel Macron ne s'envisage que lui-même. Donc, il est arrivé en 2017. Très bien, il était enchanté. On est en 2025, il sent qu'il va partir en 2027, donc il considère qu'après, ça ne l'intéresse plus, c'est plus son affaire. Donc, recréer... Il sera obligé de partir, il ne pourra pas faire de 3e Non, mandat. mais ce que je veux dire, c'est que recréer des vrais projets, recréer des vraies dynamiques, ça ne l'intéresse plus parce que ça ne le concerne plus. Donc Emmanuel Macron, il montre bien, là, je trouve, les limites de son raisonnement politique. D'ailleurs, il n'a pas de famille politique, il n'a pas de soutien politique, il n'a pas créé de courant réellement structuré dans la vie politique. Non, mais c'est terrible de se dire ça. Il sera resté 10 ans au pouvoir et qu'est-ce qu'il va laisser? Rien. Descendre. Qui fait partie de la famille des macronistes? La porte-parole dit elle-même, le macronisme est fini, c'est mort. Mais c'est surtout qu'on a finalement on n'a jamais su. Moi je sais pas définir ce que c'est que le macronisme au-delà d'un mouvement pris en compte dirigé par Emmanuel Macron et une belle opération marketing de 2017 voilà d'un ministre de l'économie très peu connu qui d'un coup émerge en 2 ans et ça c'était un coup très très fort mais avec cette difficulté à discuter je pense avec la population à se rendre compte vraiment de ce qu'elle demande, de ce dont elle a besoin. Manque d'empathie, on lui a toujours reproché. Et puis peut-être de colonne vertébrale, de conviction, c'est-à-dire qu'on a vu quand même quelqu'un d'assez opportuniste et d'assez tacticien, plus que stratège, aller de plus en plus à droite parce que c'était là qu'il semblait y avoir le plus de place et le plus de capacité côté électorat. Donc voilà, c'est un peu maigre, mais on verra après comment ses successeurs, même s'ils ne relèvent pas du macronisme, mais ce qu'ils vont faire. On sent qu'il y a des Attal qui sont prêts, on sent qu'il y a des Édouard Philippe, pas prêts, mais en tout cas prêts à essayer de prendre la suite. Donc on va voir ce que ça donne, mais c'est vrai que ça aura été un peu décevant au-delà de la promesse marketing, quoi, qui n'a pas été... tenue. En tout cas, une partie du chat est plutôt vinaigre avec le macronisme. Patakata dit que c'est un opportunisme au service du capital. Ça paraît limpide, dit-il. Salade tomate tartiflette, c'est joli comme pseudo, dit le macronisme. La tomate tartiflette, c'est bizarre, non, comme mélange. C'est le travail. Miam, quelle horreur. C'est le macronisme, c'est le travail pour les riches. C'est dégoûtant ce que tu proposes. Et quoi donc oui, Aigredu, Alimigui, je ne sais pas prononcer ton pseudo, pardon. Le macronisme, c'est faire ce que Bruxelles demande. Et Cristal termine, parce que le macronisme, c'est un bassin pour les JO à Paris. Mais c'était un pari au départ. Là, dans ce que vous dites, là, je pense qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Non, mais je comprends très bien. Et c'était en fait dans la logique macroniste, et c'est comme ça qu'il a démarré 2017, et qu'après il a été contrarié par le Covid, puis qu'il a changé, puis qu'il a rechangé. Mais c'était de libérer les entreprises du poids, d'avoir une politique très libérale, bon, de libérer les riches aussi de l'ISF. Hein, c'était son premier geste. En fait, il a travaillé pour une toute petite partie des Français. Je pense que sincèrement, non, je pense que sincèrement, je pense qu'il faut les troisièmes, boum. Je pense qu'il faut lui reconnaître ça, c'est qu'il pensait qu'il y aurait, je sais pas si vous vous souvenez de la théorie du ruissellement. Il pensait que libérer tout ça, ça allait faire beaucoup de croissance et que l'État s'en mettrait donc plein les poches et pourrait redistribuer ça et qu'indéfiniment la croissance, c'est vrai que ça fait plus de salaires, ça fait plus... mais en fait ça n'a pas du tout marché et on a eu les signaux assez rapidement. Ça a un petit peu marché sur le côté industriel, il y a eu un peu des soubresauts, mais en fait ça marche très très peu. Mais sauf qu'il est continué bille en tête, comme si ça allait fonctionner, mais ça ne marche pas. Donc il faut peut-être réfléchir à d'autres choses quand on voit que quelque chose ne marche pas. Sur le macronisme, il y a quand même quelques repères. En effet, le côté libéral, le côté plutôt progressiste sur les questions de société, et toujours le côté très pro-européen là-dessus. Il a toujours eu le même discours, il n'a pas bougé. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de questions sur lesquelles il a parfois bougé. On dit qu'il s'est droitisé au cours de ces deux mandats, notamment sur la sécurité. Il a toujours été assez... hésitant, laïcité, ça. Voilà, c'est des questions sur lesquelles il a toujours été, j'allais dire pas très bon, mais en tout cas pas très à l'aise et jamais très clair. Après, sur le camp présidentiel, il a des alliés qui sont le MoDem, qui sont Horizon. Le problème, c'est que c'est morcelé en fait. C'est qu'il a je parlais du MoDem, donc avec François Bayrou, Horizon, donc c'est le parti d'Édouard Philippe, mais
tous, du coup, envie d'aller vers la présidentielle 2027 et donc ils vont partir de manière morcelée. Il n'a pas réussi à les fédérer en fait autour de lui et même son parti en fait qui s'appelait En Marche, la République En Marche, il a changé plein de fois de nom, maintenant c'est Renaissance, le groupe s'appelle Ensemble pour la République maintenant à l'Assemblée nationale. Il a du mal à avoir une identité ce groupe, même les jeunes avec Macron sont en train de changer de nom aussi. Gabriel Attal veut faire changer de nom parce que il veut récupérer pour lui et qu'il n'y ait plus le nom d'Emmanuel Macron dedans. Donc on sent qu'il y a une recherche d'identité justement pour structurer tout ça et c'est pas sûr que ça se consolide avant la présidentielle de 2027 quoi. Moi, le principal reproche, et franchement, je trouve que c'est pas du tout anodin que je ferai à Emmanuel Macron, c'est d'avoir pendant tout son premier quinquennat engagé un dialogue exclusif avec Marine Le Pen. Et ça a très bien marché puisqu'il s'est retrouvé en 2022 face à elle. Pour lui, Marine Le Pen, peu importe ce qu'elle disait ou ce qu'elle faisait ou ce qu'elle pensait, c'était son assurance réélection. Il avait été élu comme ça en 2017, il pensait qu'elle allait être élue comme ça en 2022. Mais c'est grave de se dire qu'un président qui, théoriquement, doit se dire c'est pas une très bonne idée pour le pays quand même, sciemment engage un dialogue unique avec une chef de parti dont il dit ne pas aimer les idées, mais simplement pour son propre salut. Je trouve que ça, c'est vraiment un reproche fondamental qu'on peut faire à Emmanuel Macron. Rappelez-vous, il parlait de c'est moi ou le chaos, les progressistes et j'ai déjà oublié parce qu'il a utilisé tellement d'expressions, les nationalistes, les souverainistes ou nationalistes, les nationalistes et les progressistes. C'était vraiment et les autres n'existaient pas d'ailleurs. De fait, ils n'existent plus. Voilà. C'est vrai, il l'a fait très tôt, je me souviens, aux européennes très de tôt. 2019, Très alors qu'il avait un projet européen qui était plutôt costaud. Il l'a complètement abandonné pour un match, en effet, uniquement orienté, dirigé contre le Rassemblement national. Et il comptait là-dessus, notamment aux législatives aussi. Oui. Sa théorie, c'était qu'en faisant la dissolution, alors que la gauche n'arriverait pas à se regrouper. Et Super calcul, alors, Emmanuel. là-dessus, on peut le dire, vautré complètement. Et que les électeurs feraient le choix entre le Rassemblement national et le camp présidentiel, feraient le choix de se mettre derrière son camp. Bon, malheureusement, il n'avait pas anticipé que la gauche arriverait à se réunir. Mais je ne comprends pas, parce qu'il avait déjà vu la gauche se rassembler en 2022. Enfin bon, je ne sais pas, tout le monde l'a vu. Et c'était divisé entre-temps, donc il s'était dit oui, mais elle n'aurait pas le temps. Et puis dans un délai très court aussi. Il ne peut pas se raconter indéfiniment une réalité qui n'est pas la réalité. La gauche, elle a ça quand même de fantastique. C'est que quand elle est face à un péril politique, elle sait se rassembler et surmonter ses différences. Après, les différences reviennent au grand jour. Mais elle l'a montré en 2022, elle l'a montré en 2024. Et qu'Emmanuel Macron n'ait pas anticipé ça, là aussi, c'est tout à fait surprenant. Et il y a aussi autre chose sur Emmanuel Macron, c'est cette difficulté à s'entourer de gens brillants. Ça lui est difficile. Et surtout à travailler avec les uns et les autres. Et il les a beaucoup brutalisés, ses députés, même avec la dissolution, ses ministres. Il les aide pas tellement. Il prend les devants, il passe devant eux quand il veut. Il annonce des trucs sur Internet alors que ça devrait être le ministre de la Transition écologique, n'importe quoi. Mais il se permet tout. Et quelque part, on a l'impression que personne ne lui renvoie du coup l'ascenseur quand il y a des moments difficiles pour lui. Personne n'est là pour le soutenir. Comme vous l'avez dit, il n'y a pas eu de solidarité. C'est un jeu collectif, la politique. Oui, il n'y a pas eu d'agrégation de cette espèce de socle parce que d'abord les idées sont assez différentes et comme on l'a dit, il n'y a pas de colonne vertébrale mise à part lui, comme élément commun, et que personne ne se sent solidaire d'un président qui malmène un petit peu son staff. Il n'y a pas eu solidaire de personne. C'est ça, donc c'est un peu... Déjà, on sait qu'un président en France ou une présidente a ce pouvoir très solitaire, mais lui encore plus parce qu'il démarre là-dessus et qu'on a l'impression que c'est son mode de fonctionnement, même s'il fait des erreurs en plus, qu'il n'écoute pas et qui fait ce qu'il veut et qui renvoie pas à quelque chose d'un peu, on appellerait ça le management bienveillant dans les mots. C'est un peu, ça veut rien dire, mais enfin ce truc de faire grandir les autres et puis de compter sur eux et de leur laisser la responsabilité. Ça, il n'arrive pas à le faire. Alors il y en a qui prennent les devants comme Retailleau, parce qu'il n'est pas tout à fait le même camp, que c'est l'un des seuls ministres un peu stars, et que ça arrange Emmanuel Macron d'être plus dur que ce qu'il ne pourrait l'être, parce que sur ces sujets, il est un petit peu... voilà, exactement. Mais finalement, très peu de ministres ont pu jouer ce rôle-là, parce qu'il ne leur a pas laissé la possibilité. Et quand ils ont pu le jouer, comme Édouard Philippe, dès qu'ils ont pris un peu trop la lumière, hop, on leur coupe la tête et
et c'est fini. C'est par ailleurs le rôle qu'il avait fait jouer au préfet d'Allemand pendant les Gilets jaunes. Tout à fait. C'est pas mal pour Emmanuel Macron. Depuis la dissolution, il y a un groupe qui s'en est quand même pas si mal sorti que ça, qu'on avait cru moribond et qui est moins moribond qu'avant. Ce sont les Républicains. Rappelez-moi le nombre de députés. Simplement, quand même, pour qu'on. Toi, tu l'as, Virginie. Qu'on voit pas une énorme. Non, mais troupe, ils étaient énorme armée se diriger vers 2027. Ils étaient 47 et je crois qu'aujourd'hui ils sont 49. Bon, d'accord. Et Bruno Retailleau. Sur 577. Oui, Oui, voilà. Juste pour remettre dans le... Exactement, oui, bien sûr, sur 577 députés. Et Bruno Retailleau a été élu. Certes, il y a eu un afflux d'adhésion au moment de son élection, mais il n'a pas non plus... C'est pas un raz-de-marée populaire. Donc, il faut quand même bien voir que ça reste une petite niche, là, à la droite. Hein, et que Bruno Retailleau, il incarne assez bien cette petite niche. Il incarne assez bien des idées, d'ailleurs, qu'il défend depuis 40 ans. Ça, on ne peut pas dire de lui qu'il est opportuniste. Il est sur ses rails depuis toujours. Il continue sur ses rails et il n'en dévie pas. Mais... est-ce que ça suffira franchement, moi, je me pose la question. Est-ce que ça suffira à entraîner tout un électorat de droite qui est parti soit chez Emmanuel Macron, soit chez Marine Le Pen? Est-ce qu'ils reviendront derrière Bruno Retailleau? Je ne sais pas. Moi, j'ai en tête cette phrase que répétait tout le temps Jean-Marie Le Pen. Entre l'original et la copie, les gens préfèrent toujours l'original. Et je crains qu'à force de se mettre dans le sillage du Rassemblement national, eh bien, ils se fassent avaler par le Rassemblement national. Je trouve que quand même le contexte est plutôt porteur pour les LR. Dans quelle mesure? Parce que bon, c'est vrai que c'est depuis Barnier finalement, et c'est vrai qu'on relevait que le choix d'un Premier ministre qui représentait en fait une toute petite part à l'Assemblée, c'était assez spécial, mais ça leur a donné quelque part, c'était comme un marchepied qui a été confirmé avec le fait que Bruno Retailleau reste au gouvernement entre donc Barnier et puis Bayrou, et qui monte à la marche de la présidence des LR. Il y a ce contexte-là, et puis il y a aussi le contexte, parce que le RN, oui, mais le RN, ils ne sont pas en position de force. Déjà parce qu'il y a le calendrier judiciaire. Il y a le calendrier judiciaire, et on ne sait toujours pas si Marine Le Pen, elle pourra être éligible ou pas pour 2027. Si c'est Bardella, alors pour l'instant, les sondages disent qu'il n'y a pas de différence, mais moi je pense que quand on va se rapprocher de l'élection, la marche est haute. Un président qui a moins de 30 ans, qui est quand même un peu creux quand on l'écoute, c'est quand même un peu faiblard. Il est beaucoup, voilà, il y a quand même encore beaucoup de choses, il y a beaucoup de travail, hein, et bon, voilà, il est jeune, hein, c'est difficile, et donc je trouve que ça donne quand même une espèce de solidité à la personnalité de Retailleau. Et comme tu l'as dit, Virginie, c'est quelqu'un qui a des convictions, on le sait depuis longtemps, qui porte au Sénat. D'ailleurs, par exemple, le narcotrafic, hein, c'était quelque chose sur lequel il travaillait depuis longtemps. Il les assume, même, alors contrairement à Macron, voilà, même si c'est des positions très dures, des mots de plus en plus durs, hein, barbares, etc. Le voile aussi. Il l'assume complètement. Et ça, moi, je me dis que si c'est Bardella, enfin, il y a quelque chose, et en plus, lui, il dit surtout pas le RN, donc il veut siphonner l'électorat, mais tout en s'opposant au RN. Donc, je trouve que quand même, il y a quelque chose. Après, je suis d'accord, il n'y a pas d'autre idée que tout ce qui est régalien, à part l'immigration et la sécurité. Et puis, peut-être qu'un jour, il sera rattrapé par le manque de résultats. Mais pour l'instant, il a tout à gagner à continuer à être ministre, à continuer à faire ça comme. Ça lui a donné une belle rampe de lancement. C'est vrai. La difficulté, c'est que 2 ans, c'est long. Franchement, là, on sent que là, en effet, ces derniers mois, il a réussi à faire monter la pression sur pas mal de sujets. La question, c'est est-ce qu'il va réussir à tenir en haleine, j'allais dire, les électeurs pendant encore 2 ans. Et à monter en puissance. Et à monter en puissance, parce que à un moment, il va tenir son camp aussi pour éviter une primaire. À un moment, il va falloir qu'il quitte le gouvernement. Alors probablement le scénario est déjà écrit, c'est-à-dire à un moment sur un sujet, voilà, sur un clash, il va dire je démissionne. Je ça ne démissionne, sera pas sur la je ne suis pas... proportionnelle. Hein, parce que non, là... alors c'est vrai que sur la proportionnelle, il a dit qu'il n'était pas d'accord avec François mais Bayrou, mais on le voit mal partir du gouvernement sur cette thématique-là. Retiens-moi ou je vais leur casser la figure. Il va juste pas soutenir la réforme, ouais. Et puis, mais a priori... Bon, ce serait un peu étrange qu'il quitte le gouvernement là-dessus. On s'était posé la question s'il allait quitter le gouvernement avant l'élection du président des LR. Et un ministre m'avait dit il va devoir partir. Il faudrait qu'il parte pour être élu président des LR, mais il faudrait qu'il parte aussi pour être élu président tout court. Donc on ne peut pas quitter le gouvernement 2 fois. Donc a priori, il va privilégier le départ du gouvernement, mais le plus tard possible. Bah oui. Parce qu'en fait, le fait d'être au gouvernement...
le même ministre me disait, si le jour où il quitte le gouvernement, vous irez plus le voir. Les journalistes n'iront plus le voir, lui poseront plus de questions. Alors, si peut-être en tant que président du groupe LR, mais représentant du coup non, président de LR, parce qu'il y a un président de groupe. Pardon, le président de groupe, c'est en effet, c'est Laurent Wauquiez. Mais en tant que président de LR. Mais on n'en parlera plus. Mais du coup, moins. Il aura beaucoup moins de poids. Là, il en a beaucoup plus. Il a une beaucoup plus exposé. Il a bien sûr. C'est d'ailleurs ce qui l'a aidé à être élu président des Républicains. Et la question, c'est combien de temps il va réussir à tenir. Et puis après, plus longtemps, la deuxième facette de ça, c'est que plus longtemps il va rester, plus on va attendre un bilan à la fin. Et en effet, après, il faut qu'il y ait quelque chose à défendre. Il faut qu'il parte avant de se faire attraper par son bilan. Et là, c'est vrai que si on accumule tous les petits ratages qu'il a eu, parce qu'il en a eu, mais alors ils sont un peu passés à l'as parce que les gens n'ont pas fait très attention. Mais si on les accumule et si ils s'accumulent eux-mêmes, ben ça finira par faire un bilan où il aura beaucoup parlé et pas forcément beaucoup obtenu sur le terrain. Ouais, mais il y a un truc magique au ministère de l'Intérieur. C'est que Darmanin, c'était pareil. Il n'a pas eu beaucoup de réussite. Il a beaucoup communiqué avec des mots de plus en plus forts. La drogue, c'est de la merde, c'est le bordel, je sais pas quoi. Enfin, il a utilisé l'ensauvagement, tout ça de la société. Et finalement, on lui a pas trop reproché le manque de résultats et même les grosses erreurs qu'il a fait, les grosses catas qu'il a fait Stade de France. Il a fini par s'en excuser 2 ans après. Bah oui, mais finalement, ça n'a pas trop abîmé son image. Donc, on peut imaginer que pour Retailleau, plus on utilise, voilà, c'est la technique en tant que ministre de l'Intérieur, plus on utilise des mots forts et si on n'a pas de résultat, c'est pas très grave. C'est assez bizarre. Et juste à noter pour Retailleau, il donne quand même le là dans les thématiques parce que regardez tout ce qu'il dit sur l'immigration, machin et tout, pof, Attal dégaine, pas de voile en dessous de 15 ans. Enfin, tous se mettent à son pas, tout ce socle commun a tendance à encore plus se droitiser dès qu'il dégaine quelque chose. Donc ça veut dire qu'il a pour le moment, et moi je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est son fauteuil de ministre qui fait que pour l'instant il est dans la lumière et ce sera très difficile. En plus, c'est pas quelqu'un qui communique comme ça facilement et d'ailleurs ça fait son style aussi. Mais ça sera plus compliqué quand il sera pas ministre. Là où tu as raison, c'est que Marine Le Pen, il y a l'appel qui va être prononcé, mais elle va être recondamnée en appel. Enfin, quel que soit ce qui va être décidé sur l'illégibilité, ça c'est une chose, mais elle va être condamnée. Donc, est-ce qu'elle décidera de se présenter condamnée en appel? Pardon, mais là, on parle d'un président de la République. Donc, moi, je pense que sa candidature, d'une façon ou d'une autre, elle est devenue très, très problématique, quel que soit ce que les juges vont décider sur l'éligibilité. Tu penses que ça sera encombrant à ce point-là pour ses électeurs? Pardon? Pas pour ses électeurs. Pour ses électeurs, je suis pas sûre. Il est permis de poser la question parce que je suis pas sûre. Pour les électeurs du premier tour, peut-être, mais le second tour, c'est-à-dire quand on doit rassembler des électeurs de droite, des électeurs très à droite de la gauche, enfin, il en faut des voix. C'est-à-dire, pour expliquer à ceux qui nous rejoignent, il en faut des voix au second tour. C'est pas tant que l'électeur ou l'électrice de Marine Le Pen s'en ficherait, mais non, mais c'est parce qu'ils considèrent que c'est une injustice et que. Moi, je suis pas sûre que une injustice. Elle a quand même détourné 4 millions d'euros. Il faut le dire et le redire parce que il faut bien avoir et regarder ce qui s'est passé pendant le procès. Il n'y a pas d'injustice. Elle a détourné pendant des années, elle, son père et avant elle son père, 4,1 millions d'euros d'argent public. Ceux qui considèrent que c'est une injustice, non. Moi, je considère que c'est une justice qu'elle a été punie par la loi. Moi, je pense qu'il y aurait quelque chose à raconter, mais bon, je ne veux pas lui faire ça comme, mais si jamais elle était condamnée, mais redevenue éligible, il me semble que... Comme ça, on fait une politique de la terre non, brûlée. mais je pense que c'est un petit peu l'attitude. Non, mais c'est le courage, c'est le côté j'y vais, voilà, j'ai cette possibilité, j'ai le courage d'y aller pour vous, et je pense que l'électorat peut même être sensible à ça, cette espèce de deuxième chance. L'électorat dur. Après, les choses, bizarrement, en politique, elle passe vite, quoi. Et je sais pas, j'ai l'impression que ça serait pas forcément quelque chose qui serait trop compliqué. Mais bon, après, non, mais c'est pas que je sois pas choquée. C'est pour un électorat. Je pense qu'on peut raconter autre chose. Lourdement condamnée, parce qu'elle est déjà lourdement je sais, mais moi je trouve que c'est scandaleux. C'est peut-être parce que l'Union européenne, ça paraît peut-être aussi un peu loin. Des fois, on a du mal à avoir l'impression que c'était pas pour elle, que c'était pour le parti. Exactement. On n'a pas l'impression. On peut raconter beaucoup de choses. Il n'y a pas d'enrichissement personnel. C'est vrai qu'il n'y a pas d'enrichissement personnel. C'est vrai, non, mais c'est tout à fait vrai. Il n'y a pas d'enrichissement personnel. Donc il y a aussi la gravité de la chose. Bien sûr. Donc non, mais je suis tout à fait d'accord. Je la défends pas. Mais je veux dire, c'est ce qui fait que peut-être son électorat pourrait
pourrait se dire finalement je mets ça de côté et c'est moi, d'autres je questions pense. qui seront peut-être plus importantes Mm. à leurs yeux. Dites-moi les amis, il est 17h51 et depuis 51 minutes, il y a 40 000 socialistes qui se sont précipités très certainement aux urnes pour élire leur nouveau secrétaire général. Ça fait remarrer Virginie Leguet. Non, Ça non, suffit, non, non, Virginie. Je suis un peu découragée Virginie par le est insolente spectacle aujourd'hui. politique. Bon, est-ce que Olivier Faure est donné gagnant c'est joué ou pas? Ouais, ça semble déjà un peu quand même plié d'avance, mais ce qu'il y a, et on le voit bien hein, dans les médias, alors c'est bien d'en parler, mais ça fait très peu, ça a eu très peu d'écho. Donc même pour ça, ils n'arrivent pas, alors que même les LR, bah, pour la présidence des LR, il y a eu quand même un peu de communication, un peu de médias. Là, c'est silence radio. Hein, et globalement, bah, on a l'impression que ça va continuer sur cette espèce de flou, de lien avec LFI. Enfin voilà, il n'y a rien, il n'y a aucune thématique, il n'y a aucune ligne qui se dégage au-delà de cette élection qui rassemble très très peu de monde en plus. Donc non, c'est un peu dommage. On se dit quand est-ce que la gauche se réveillera sur d'autres choses, quoi. Côté LR, il y avait plusieurs choses. Déjà, il y avait pendant la campagne des propositions choc, mais qui étaient faites exprès Ça de faisait la de la part de com. Laurent, Ouais. de la part de Laurent Wauquiez. Évidemment, Saint-Pierre-et-Miquelon, envoyer les OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon, ça a fait parler. Tout le monde, enfin, rien que dire Saint-Pierre-et-Miquelon, tout le monde a entendu parler de cette proposition qui était un peu loufoque. Donc ça a fait parler. Et il y avait aussi l'enjeu de la position dans le gouvernement, pas dans le gouvernement, parce que Bruno Retailleau, lui, était plutôt opposition, on reste dans le gouvernement. Laurent Wauquiez voulait plutôt en sortir. Donc c'est vrai que du côté du PS, il y a quand même moins d'enjeux là-dessus, parce que déjà sur le fond, ils étaient plutôt d'accord. Il n'y a pas de propositions qui ressortent ce qu'on appelle les textes, les TOA, TOB, TOC, voilà, qui sont les 3 textes qui étaient proposés. Et puis sur l'enjeu, a priori, les 2 ne prévoyaient pas de faire partie du prochain gouvernement. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi moins d'enjeux. Et en effet, l'enjeu, c'est plus de rassembler ensuite en vue de 2027. Parce que, en effet, entre Olivier Faure, si c'est lui, pour le PS, François Ruffin, Raphaël Glucksmann, Jean-Luc Mélenchon avec la France Roussel, Insoumise, le on a une multiplication des candidatures à gauche qu'il va falloir rassembler. J'ai oublié encore Marine Tondelier chez les Verts, Fabien Roussel chez les communistes. Enfin, on voit bien que ça fait une multiplication des candidatures qu'il va falloir rassembler. Et la question, c'est aussi de rassembler, est-ce qu'on inclut LFI ou pas dans cette candidature pour 2027 ? Franchement, quand on pense à ce qu'a été le Parti socialiste, qui a été un très grand parti avec des grandes figures, des vrais projets, des grands congrès, qui a une histoire politique très forte, et quand on voit ce que c'est devenu, admettons qu'Olivier Faure soit élu, il sera élu mal, comme il a été mal élu d'ailleurs depuis qu'il est là. Donc ça sera un tout petit parti avec moins de 40 000 adhérents, et d'ailleurs tous les 40 000 se sont bien gardés de voter. Je crois qu'il y en a 28 000 qui ont voté, qui a des fédérations dans lesquelles parfois il n'y a même pas 100 militants, qui ne sait pas ce qu'il va faire et qui va certainement organiser des alliances avec la France Insoumise au municipal de l'année prochaine et qui le sait. Et ça, c'est vraiment l'impensé absolu. Mais Olivier Faure fait mine de couper les ponts avec la France Insoumise, mais le coupera en aucun cas parce qu'il se dira que si dans telle ville il a besoin d'une alliance, eh bien, il est prêt lui-même à soutenir le candidat de la France Insoumise dans une autre ville et que ça se passera comme ça. C'est écrit, il le sait. Et les adhérents du Parti Socialiste le savent. Mais je crois que depuis, j'avais noté un chiffre, depuis 2018, le parti a perdu 50 000 adhérents. Mais ce n'est pas un hasard si les adhérents s'en vont, c'est qu'ils sentent que ce parti, et je suis désolée, j'en reviens à mes marottes, ne travaille pas, ne produit plus d'idées, ne produit plus de réflexion, ne réfléchit plus à la société, ne va pas sur le terrain. Enfin, les fédérations qui sont moribondes, c'est parce que sur le terrain, il n'y a plus personne, c'est parce que sur le terrain, les gens ne vont plus et que c'est des gens qui ne font pas leur job. Et dernière chose, est-ce qu'on a oublié quand même le score d'Anne Hidalgo à la récente 74%. Là aussi, c'est la boîte noire que personne n'a jamais osé ouvrir. Pourquoi elle a fait si peu? Quelles étaient les vraies raisons? Est-ce qu'ils ont réfléchi là-dessus? Est-ce qu'ils ont pensé au rejet, parce qu'il s'agit bien d'un rejet, au rejet profond de ce qui a été hier l'électorat socialiste? Quand tout à l'heure Émilie parlait de la gauche, non, le PS, c'est pas la gauche. Le PS, c'est une partie de la gauche maintenant, et ça devient une toute petite partie. Et ça va être difficile encore pour le PS pour la suite, parce que justement, pour rappeler un peu là, ce qui s'est passé au premier tour, c'est qu'il y avait 3 candidatures. Donc Nicolas Malière-Rossignol, qui est plutôt
allez, on va dire hollandiste, et on avait Olivier Faure et Boris Vallaud, qui était, alors on le savait qu'il allait faire un score un peu moins important que les deux autres. Donc les deux, Nicolas Maillère-Rossignol et Olivier Faure, sont arrivés à 2 points près, quasiment au même score. Exactement. Et donc Boris Vallaud n'a pas donné de consigne à ses électeurs pour le second tour. Il a dit qu'à titre personnel, il voterait pour Olivier Faure, ce qui donne quand même une petite tendance de ce que ses électeurs pourraient voter. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'au sein du Parti socialiste, ça va être divisé. Donc, on parlait... Bien sûr, mais du coup, ce qui veut dire que pour ce qui est des grands projets, là encore, le parti, il va être obligé à chaque fois de faire des concessions au sein même de son parti. Donc, il y aura pas ça va être difficile d'avoir des grands projets pour ce parti et pour des propositions pour la présidentielle à venir. Et pourtant, c'est dommage parce qu'il y a tout un vivier, je pense, d'idées qui pourraient être amenées par la gauche, qui sont souvent prises en ce moment par Marine Le Pen. Je pense au pouvoir d'achat, à toutes ces questions sociales qu'elle a abordées. Vous vous rendez compte, c'est elle qui avait proposé l'allocation parents isolés, qui parle à beaucoup de gens en France, parce que de l'augmenter, parce qu'il y a plein de femmes ou d'hommes, mais souvent des femmes qui élèvent seules leurs enfants. Mais bien sûr. Donc en fait, il y a plein de thématiques qui relèvent en ce moment, qui sont plutôt portées par le RN. Il y a plein de thématiques, on parlait tout à l'heure de la retraite, tout ce qui est notre modèle social, les services publics, la santé, l'éducation. Il y a plein de questions. Et puis, alors peut-être c'est un gros mot pour la gauche, mais pour le PS, mais s'emparer des sujets de sécurité, d'immigration, à leur façon, ça serait intelligent, ça serait pas mal d'avoir une autre proposition. Et je pense que ce qui serait intéressant, c'est qu'ils saisissent le moment où justement ça se renforce plutôt à droite, voire à l'extrême droite, avec cette candidature dont on parle beaucoup, Retailleau. En miroir, en contre-miroir, ils devraient pouvoir essayer de s'organiser pour contrer ça. Mais s'ils en restent aux propositions de LFI qui restent très, à essayer de ratisser dans les banlieues, à faire une communication qui est quand même assez agressive et dure, même si sur le Proche-Orient, moi je suis pas... il faut être sur les deux camps, mais voilà, il faut qu'ils dépassent un peu ça. Il y a vraiment des choses à faire, il y a une place à prendre. Et en plus, on a vu avec le résultat de Raphaël Glucksmann, qui a son propre parti en place publique aux européennes, il a quand même fait 10%. Ça veut dire qu'il y a quand même une appétence pour ces idées-là. Elles ne sont pas complètement perdues. Il a fait plus que 10, il a fait presque 15, je crois. Ah pardon, oui, c'est vrai, 15%. Mais voilà, on voit qu'il y a quand même cette envie-là, mais qui ne se concrétise pas parce qu'en effet, les idées ne sont pas là, il y a encore une guerre d'ego et il faut dépasser ça. Chers amis, il est 18h01 passé de 31 secondes, c'est l'heure quasiment de nous séparer, c'est peut-être l'heure du mot de la fin ou celui de la suite, Émilie Zapasky? Moi je veux rester positif. Je pense qu'il faut rester positif, même si c'est un peu galère et tout ça. On a 2 ans qui vont être difficiles, mais on a 2 ans aussi qui vont être très politiques. Ça va être passionnant. Il y a peut-être des personnalités qui vont émerger. Il y a peut-être, et on l'espère, des programmes qui vont émerger, des propositions, des alternatives, et pas que du côté du RN, comme ils aimeraient. Donc voilà, moi je reste très positive et très attentive à tout ce qui va se passer. Thibaut Petit, le mot de la fin, le mot de la suite? Je prolongerai sur le fait que les 2 ans, en effet, vont être très intéressants parce qu'on a une multitude de candidatures potentielles pour 2027 qui vont et à mon avis qui vont être encore étoffées avec d'autres personnalités qui vont émerger et à voir. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de dynamiques qui peuvent encore bouger et on sait qu'à chaque fois 2 ans avant la présidentielle, on sait que à chaque fois on se trompe si on fait des sondages, on prévoit très mal. Et là, j'ai l'impression qu'on a encore plus de difficultés que les précédentes élections à prévoir ce qui peut se passer. Virginie Leguet, le mot de la fin. Moi, je dirais une chose. C'est vrai que peut-être aujourd'hui, on a pu être un peu découragé, mais j'ai en tête quand même que les gens ont eu un sursaut électoral au moment des dernières législatives, et je leur dis surtout. Emparez-vous du scrutin de 2027, c'est un scrutin fondamental. Allez voter, dites ce que vous avez à dire, votez pour le candidat de votre choix, mais surtout, votez. C'est là votre responsabilité politique, elle est là. Ne vous détournez pas des scrutins. Les municipales l'année prochaine peut-être, mais absolument 2027. Non, il faut aussi voter pour les municipales. Oui, absolument. C'est ce que j'ai dit peut-être. Peut-être pas, sûr. 2027, c'est vraiment une élection extrêmement importante. Les enjeux sont très lourds pour notre pays. Allez voter.
Dans le chat, tu as ton supporter préféré Cristal qui dit missile chargé, cible fixée, lanceur Virginie activé. Eh ben même pas. 18h03, 30 secondes. Merci à tous les trois. Merci Virginie, merci Thibaut, merci Émilie. Je vous remets entre les mains délicates certainement de Camille et je vous souhaite une aimable soirée, qu'elle vous soit douce en tout. Nous on reste ensemble dans le chat avec trois autres invités qui arrivent. On se retrouve dans 30 secondes, le temps d'un très court changement de plateau. On va parler crypto-monnaie, crypto-monnayeur et crypto-rap, ce sera dans 30 secondes. Allez, on se retrouve tout de suite, merci. Merci d'avoir patienté, on revient dans le stream pour aller voir ce qui se passe du côté des crypto-monnaies, de la cryptomania et des crypto-raps, de crypto-monnayeurs. Cette série de kidnapping dans le milieu de la crypto-monnaie, avec des enlèvements violents, des doigts coupés, des demandes de rançon et pas mal d'interpellations, avec des publics très différents, tantôt du crime organisé, ailleurs des pieds nickelés, et en tout cas beaucoup de violence, nourrie certainement par de solides appétits et la perspective, réelle ou fantasmée, de s'accaparer facilement beaucoup d'argent. On va parler de gros sous, on va parler blockchain, on va parler de sociologie de la crypto-monnaie, on va parler de Donald Trump peut-être, on va parler Bitcoin, Ethereum, on va parler économie et régulation, et peut-être même un peu environnement, et d'un coup d'un seul, on aura tout compris, et il sera 19h. Il est 18h06. Sur France Info, on peut dire bonsoir, Jérémy Lebescon. Bonsoir. Jérémy, tu es responsable éditorial chez GoneShares. Qu'est-ce que c'est ? GoneShares, c'est un gestionnaire d'actifs numériques. En gros, on vend des produits régulés en bourse qui permettent donc de s'exposer aux crypto-monnaies. On vend des ETP, c'est sensiblement l'équivalent des ETF, ces produits qui ont été lancés aux États-Unis en 2024, sauf que nous, on les a lancés en 2014. Bienvenue dans le talk de France Info. Merci. À tes côtés, Alexandre Stachchenko. Je me suis vraiment entraîné à dire ton nom, qui était dur à dire quand même. Tout à fait. J'y suis réussi. J'y suis arrivé. Donc, salut Alexandre, bonsoir. Salut, merci. Tu es directeur de la stratégie chez Paymium. Qu'est-ce que c'est Paymium ? Paymium, c'est la plus ancienne place de marché Bitcoin Euro dans le monde, encore en activité. Donc on est comme un Euronext, mais pour Bitcoin. On vient faire des ordres d'achat et de vente de Bitcoin contre des euros et vice-versa. Et on est aussi courtier sur un certain nombre d'autres crypto-monnaies, un peu moins d'une dizaine. Et donc on propose ce service en France de façon régulée également pour le public français, à la fois particulier et business. Un fan dans le chat qui s'appelle Marius était aussi président de l'Institut de Bitcoin en France. C'est quoi l'Institut de Bitcoin ? L'Institut national de Bitcoin, c'est un think tank qui propose d'éduquer le débat public sur les enjeux de Bitcoin pour la France et les Français. Donc on a beaucoup parlé par exemple en ce début d'année des enjeux environnementaux justement liés aux extra-capacités du nucléaire français sur lesquels on pourrait miner du Bitcoin très facilement et donc améliorer la rentabilité des centrales nucléaires tout en minant du Bitcoin. Et on éduque aussi sur d'autres sujets qui sont liés. Donc voilà, c'est tout nouveau, ça vient d'être lancé il y a 2-3 mois. Salut Alexandre, bienvenue Stanislas Barthélémy. Toi, tu es chargé de département, du département blockchain chez KPMG. Tu peux peut-être expliquer ce qu'est un département blockchain et puis ce qu'est KPMG, mais les gens savent probablement, mais s'ils ne savent pas. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors KPMG, c'est ce qu'on appelle un Big Four, c'est un cabinet d'audit principalement, mais qui fait aussi du conseil. C'est un des KPMG, c'est le très grosse quatrième machine. des 4 plus gros. Mais effectivement, c'est. Oui, mais les 4 gros sont très très gros. Donc... Exactement, avec une présence dans tous les pays du monde quasiment. Et le département blockchain et crypto, c'est aider deux types d'acteurs. Les premiers, les acteurs qui se conforment à la réglementation, donc pour vendre de la crypto, et les deuxièmes sont littéralement les banques qui vont offrir de la crypto aux clients et donc ils ont besoin de conseils pour constituer les offres. Il y a eu toute une série de... On va accrocher là-dessus, on va pas parler que des enlèvements, et voilà, c'est une manière d'attaquer parce que les médias s'en sont fait beaucoup l'écho, parce que ce sont souvent des interventions qui sont violentes, parce que ce sont des gros sous, et que ça a touché des milieux du crime très très divers. Pourquoi le monde de la crypto-monnaie, pourquoi ça touche aujourd'hui le monde de la crypto-monnaie, et est-ce que la crypto-monnaie, particulièrement en France, est particulièrement vulnérable ? Je me lance puisque tu me regardes. Pour moi, j'aurais peut-être un point de vue et peut-être qu'il ne faudrait pas en parler d'ailleurs. De mes comparses. Pour moi, c'est un problème qui est multifactoriel et en effet, c'est le secteur des crypto-monnaies qui a été visé récemment. On ne peut pas le nier. Néanmoins, pour moi, le problème dépasse les crypto-monnaies et je pense qu'il faudrait le dissocier des crypto-monnaies. Je pense que quoi qu'il en soit aujourd'hui en France et ailleurs dans le monde, mais là en l'occurrence ça s'est produit en France, toutes les personnes qui ont un certain niveau de patrimoine peuvent être en effet visées par la criminalité. Je rappelle que lorsqu'il y a quelques années, Kim Kardashian, je crois que c'était elle, s'est fait séquestrer à Paris dans sa chambre d'hôtel. C'était pas pour des crypto-monnaies, mais c'était pour des bijoux. Donc voilà, en l'occurrence, là, il s'avère... Le profit de ces agresseurs était un peu différent quand même. Elle s'est pas fait couper un doigt.
C'est pas fait, heureusement pour elle. Néanmoins, C'est-à-dire quoi ce qu'il en soit, là, ce que je veux dire, c'est que le commanditaire, dont le suspect, quoi qu'il en soit, a été visiblement arrêté, et on peut que s'en féliciter. Le profil des criminels est assez en effet différent des autres. Néanmoins, ça reste de la grande criminalité. Et en l'occurrence, je pense aujourd'hui qu'il y a une sorte de violence croissante dans la société qui a tendance tout simplement à aller chercher les proies qui semblent les plus faciles. Il est vrai qu'il y a eu une sorte de médiatisation des crypto-monnaies dans un contexte qui n'était pas forcément les plus favorables, qui a aussi laissé penser que les crypto-actifs étaient en fait finalement la monnaie du crime et la monnaie des criminels, sous des prétextes qui sont finalement fallacieux. On a souvent dit que les crypto-monnaies permettaient d'être justement intraçables, alors que c'est l'ensemble, enfin c'est tout l'inverse, c'est tout l'opposé. D'ailleurs, l'ancien ministre de l'Intérieur et aujourd'hui ministre de la Justice, Gérald Darmanin, l'a bien expliqué récemment et on peut que s'en féliciter après des années de désinformation, même de la part même du gouvernement. Là, quoi qu'il en soit, il y a eu une réponse, enfin, en tout cas, c'est mon point de vue, là, il y a une réponse du ministre de l'Intérieur et du gouvernement français. Je pense qu'on peut s'en féliciter, qu'en effet, ils aient Qui a pris reçu les acteurs de la profession, Voilà, de la je- profession du milieu, voilà, du secteur. je pense qu'on peut se féliciter en effet qu'il y ait une prise de conscience. Néanmoins, je pense que voilà, là, en l'occurrence, ça a touché les acteurs de la crypto-monnaie. Je pense que ça aurait pu en toucher d'autres. Et si les acteurs de la crypto-monnaie ont été touchés, c'est parce qu'il y a eu aussi des années de mésinformation au sujet de cette activité. Alexandre, c'est ça le problème, c'est la mésinformation? Le problème principal, oui, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Depuis 10 ans que je travaille dans l'écosystème, la quasi-totalité du temps, quand on nous interviewe dans les médias, c'est pour parler soit de crime, soit d'argent. L'introduction même ici, vous avez parlé de gros sous. Non, enfin, moi, j'ai pas prévu de parler de gros sous, par exemple, mais c'est l'accroche tout le temps. C'est C'est pour parler. fantasme. Mais oui, mais pourquoi réel? Je vais vous donner une anecdote que j'ai donnée à plusieurs confrères journalistes, mais c'est que lorsqu'il y avait eu l'enlèvement de début du mois de mai, on m'a appelé pour me parler de l'enlèvement de ce riche entrepreneur dans les cryptos. J'ai demandé à vous savez qui c'était? On m'a dit, ah bah non, pour l'instant, on ne sait pas. Je dis, bah comment on savait qu'il est riche? Voilà, personne ne sait s'il est riche, mais juste automatiquement, mais riche. Donc forcément, si on passe son temps à dire que c'est la monnaie du crime et que tous les gens qui travaillent dedans sont richissimes et ne se protègent pas, c'est pas complètement absurde que des gens se disent que c'est une bonne idée d'aller les agresser. Voilà, je ne vais pas rajouter ce qu'a déjà dit Jérémy. On est évidemment très content que la police soit intervenue, qu'elle prenne les mesures nécessaires, que le suspect soit arrêté. Et on espère que ça ne se reproduira plus, mais évidemment, tout le monde prend des mesures de protection autant que faire se peut. Stanislas? Je poursuis le propos et ça me permet de faire un lien avec la sociologie des détenteurs de la crypto. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on Vous allez laisse ouvrir passer... comme tiroir après. Oui. Exactement. Moi, j'y vais. Je mets les deux pieds dans le plat. Allons-y. C'est que si on imagine que une personne qui détient de la crypto est forcément riche, dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'il y a 6 millions de riches et qui sont des détenteurs de crypto. Alors qu'en réalité, En réalité, quand on regarde la sociologie aujourd'hui, donc il y a à peu près 10% des Français adultes qui détiennent de la crypto, environ 6 millions de personnes. Et c'est principalement des moins de 35 ans et c'est pas des personnes fortunées. j'ai regardé qu'ils ont 18 000 euros de patrimoine ou de salaire. J'avais vu un chiffre comme ça. Sur ces 10%, C'est des gens qui ne gagnent pas beaucoup d'argent en réalité. Dans leur... c'est plus lié aussi à la sociologie. C'est quand on regarde le taux d'épargne des jeunes, c'est ceux qui épargnent Les le moins. Au étudiants, contraire, c'est les retraités qui épargnent le plus. C'est peut-être une question d'ailleurs. C'était l'objet Oui. d'avant d'ailleurs. Et donc sur cette sociologie, c'est de montrer que le détenteur de crypto est un jeune, pas forcément riche. Et donc c'est le moment de changer le narratif et le discours. Et c'est là où je suis complètement d'accord avec Alexandre et Jérémy. C'est oui, la crypto est traçable. Une personne qui a la crypto n'est pas forcément riche. Et il y a un discours qu'il faut complètement casser. C'est qui peut créer une sorte d'atmosphère où tout le monde est à risque. Et il faut éviter ça. Et c'est pour moi l'arrestation des commanditaires devrait marquer normalement un coup d'arrêt. Et que la crypto a été ciblée, mais ça va s'arrêter, comme de la même manière que des bijoutiers, des banques ont pu être ciblés à un moment donné, et avec un discours public fort et des mesures de la part des pouvoirs publics, mais aussi en interne, de prévention, de sensibilisation, normalement ça devrait s'arrêter. Cristal, dans le chat, vous pose la question, je pense davantage qu'à moi. Une crypto-monnaie est identifiable via son propriétaire, la blockchain. Comment on peut voler un bien identifié et non violable via la blockchain? Alors en réalité, on parle pas tant de vol, c'est plutôt c'était des rançons à chaque fois. Ce qui est un vol, mais Oui, c'était des demandes de rançon. pas un piratage de. Non, il y a plusieurs façons de répondre à cette question. Ça dépend comment on l'interprète. Une blockchain, c'est normalement pas piratable si on ne rentre pas trop dans la technique. En tout cas, la blockchain Bitcoin n'a jamais été piratée si on devait parler que de celle-ci. Pour voler Tu directement. peux peut-être expliquer un bref encadré sur ce qu'est La blockchain, ouais, bien sûr. c'est le 4e stream qu'on fait sur
les crypto-monnaies en général, le Bitcoin en particulier, et les gens reviennent et reposent régulièrement Non, mais c'est normal. la même question en fait. C'est bien pas normal. très clair dans la tête de tout le monde. C'est un registre de transactions décentralisées. C'est comme un grand livre de comptes qui est partagé de pair en pair entre des milliers d'ordinateurs à travers le monde. C'est ce qui le rend infalsifiable. C'est ce qui permet à chacun de l'auditer, de vérifier justement la véracité, le bon process des transactions, et ce qui finalement permet à chacun d'être un acteur de ce registre et de transacter sans intermédiaire. C'est ce qui fait sa force et ce qui fait en tout cas son intérêt pour moi. Donc quoi qu'il en soit, la plupart des blockchains sont impiratables. Pour voler directement des crypto-monnaies à quelqu'un, il faudrait s'emparer de ce qu'on appelle de sa clé privée. Donc c'est une suite de caractères que normalement on doit dissimuler. En fait, c'est comme ne donnez pas votre clé de boîte aux lettres. C'est un peu la même chose avec sa clé privée pour les crypto-monnaies. Et là, en l'occurrence, ça peut arriver à travers maintenant des logiciels malveillants, du phishing, mais comme ça arriverait finalement aussi avec des transactions plus classiques, des mails frauduleux qu'on peut tous recevoir, parfois avec des fuites de données. Voilà. Et en l'occurrence, là, pour ces affaires-là, c'était encore en effet une autre question. Il s'agissait de demande de rançon, donc de demander à quelqu'un, à un tiers, d'envoyer des crypto-monnaies aux criminels. C'était encore un autre cas. J'espère avoir été clair. Non, il a été clair. Donc. C'est bon. Ouais. Qu'est-ce que je disais Oui, et donc comment on peut tracer donc une crypto-monnaie dont on s'emparerait? Il faut voir la blockchain comme un livre de comptes, et on peut faire l'exercice soi-même. N'importe qui peut littéralement suivre les flux dans ce livre de comptes. Il n'y a pas les noms des personnes comme un compte bancaire. Finalement, une banque tient un livre de comptes. C'est ce qu'on appelle des pseudonymes. Donc, ce qui me permet de battre en brèche une idée comme quoi c'est anonyme. Donc, c'est un pseudonyme, une suite de caractères, comme le disait Jérémy, par exemple 0x32, tiens. Et on va pouvoir voir qu'à 18h15, donc il y a une minute, 0x32 a envoyé un bitcoin à, j'en sais rien, 0x44 par exemple. Et ainsi de suite, ce livre de compte, on peut le faire dans le temps, on peut regarder les transactions qui ont été faites avant, après, et donc avoir une traçabilité qui finalement, quand on compare à la finance traditionnelle, peut même être plus importante. Et c'est ça qui aujourd'hui, quand on l'explique à des politiques, même à des banquiers, à sa mère, sa grand-mère, etc., c'est ce qui est assez éclatant et ce qui, quelque part, casse complètement le mythe de cet endroit du crime, cet endroit opaque. Mais d'où il vient ce mythe, ce brouillard là où on pense que la crypto permettrait d'acheter anonymement des armes, de la drogue, du crime? Je pense que c'est parce qu'il y a eu quelques faits au début de la vie de Bitcoin. Parce que donc là, techniquement ça vient pas de nulle part, quand même. voilà, ça n'a pas changé au sens où il y a 10 ans c'était toujours traçable et transparent, mais comme il y avait moins d'utilisateurs, en fait les criminels l'utilisaient en se disant que personne ne regardera de toute façon. Et donc il y a une affaire qui a pas mal fait scandale qui était le site internet Silk Road, c'était en 2013 de mémoire, sur lequel effectivement on peut acheter des armes, de la drogue, etc. Il a été fermé par le FBI, puis ensuite même les transactions ont été remontées. Je crois d'ailleurs qu'il y a 2 agents du FBI qui avaient volé dans le dans le magot, donc ils se sont retrouvés en prison également. Donc en fait, depuis cette affaire, normalement, on devrait traiter le sujet comme ah bah non, en fait les gens regardent, les services de police sont formés, les services de justice sont formés, les enquêteurs sont formés. Il y a eu une autre affaire, il y avait eu un hack d'une plateforme d'échange il y a plusieurs années, et puis au bout d'un an et demi, 2 ans, ils ont fini par retrouver les gens qui avaient pris l'argent. Donc c'est pareil. Et à cette occasion d'ailleurs, le directeur du FBI avait dit bah en fait moi j'adore quand les criminels utilisent les cryptos parce que on les trace hyper facilement, alors que s'ils prennent une valise de cash, moi je sais pas où ils sont, quoi. Donc il y a eu ces faits générateurs sur toute technologie, de la même façon qu'Internet a été portrayé comme étant le repère de là où on fait des recettes pour faire des bombes, la pédophilie, etc. dans les années 90. Et puis ensuite, évidemment, c'est devenu autre chose. Là, il y a eu un peu la même chose, mais il y a eu on va dire un décalage dans le traitement, puisque cette image initiale, à mon sens, elle a été très pratique pour justement générer de l'engagement sur ces sujets-là, et donc elle n'a pas été remise en cause, alors même que les faits évoluaient et qu'on s'orientait vers un sujet où, pour vous dire, dans la communauté de Bitcoin en particulier, mais c'est vrai pour les autres cryptos, le sujet qui inquiète les gens, c'est plutôt l'absence de confidentialité. C'est comment on en rajoute plus pour ne pas que ce soit dangereux, et qu'en fait, quand on sort de l'écosystème, on s'aperçoit que le débat médiatique est sur le fait que c'est trop confidentiel, et donc il y a un décalage vraiment du tout au tout, c'est complètement binaire, c'est traité comme si c'était un énorme problème, alors qu'en fait c'est l'inverse, c'est que ces problématiques
problématique que ce soit pas assez confidentiel. J'aimerais rajouter une donnée sur l'usage criminel des crypto-monnaies. Il y a plusieurs études, des rapports annuels qui sortent. Il y en a qui sont faits par des autorités publiques, ça peut être Interpol. Il y a notamment une firme, Chainalysis, qui est spécialisée dans la traçabilité des blockchains et dans son usage. Au décembre 2024, sur l'année qui s'était écoulée, la représentation, la part des crypto-monnaies, la part de volume à usage criminel s'élevait à 50 milliards de dollars environ. Ne me fact-checkez pas sur l'exactitude des chiffres, mais en tout cas sur l'échelle, c'est à peu près ça, c'est à peu près la bonne, sur des centaines de milliards de volumes. En comparaison, les monnaies fiduciaires telles que le dollar ou encore l'euro, pour ne pas les citer, sont à des échelles bien plus supérieures en ce qui concerne l'usage de la criminalité et dans des conditions beaucoup plus opaques, puisque en l'occurrence, il est finalement plus facile de blanchir de l'argent avec des billets qu'avec une blockchain donc qui est toute transparente. Sur le sujet de la criminalité, et après j'ai encore une question et après on referme ce sujet pour parler d'autres choses, on va dézoomer. Il semblait que le secteur entendait dénoncer, notamment peut-être auprès de Bruno Retailleau, même si ça ne le concerne pas directement, mais c'est lui qui a reçu des acteurs du secteur, la réglementation européenne en matière de collecte de données, avec des infos personnelles, des noms, des prénoms, des adresses que les utilisateurs de crypto sont obligés de remplir et qui pourraient se retrouver a priori plus facilement qu'ailleurs. Entre de mauvaises mains en cas de fuite ou de piratage, c'est si facile que ça d'accéder aux données personnelles Alors, pas plus facilement qu'ailleurs, mais je pense qu'il faut ouvrir les yeux sur le fait qu'il y a une fuite de données par jour maintenant, et que le fait de demander à collecter les données n'est pas une garantie de leur sécurité. Et donc, c'est une problématique qui, effectivement, on a remonté, mais ça fait déjà des années qu'on le remonte. Le problème, c'est qu'une chose en amène une autre, c'est-à-dire que lorsque nous, on avait un débat sur la réglementation européenne en 2020, 2021, 2022, oui, elle est en vigueur. On est des acteurs régulés, on n'a pas le droit d'opérer en France si on n'a pas un enregistrement auprès de l'AMF et bientôt une licence européenne. Donc elle existe, effectivement, il y a encore des journaux pour dire que ce n'est pas régulé, mais si. Quand on avait ce débat sur comment faire une régulation qui en fait peut fonctionner, c'est-à-dire qui n'est pas juste des normes et en fait qui ne s'appliquent pas dans le réel, malheureusement le débat était irrigué mais en fait vous êtes de toute façon des criminels. Donc il vous faut le niveau extrêmement supérieur de régulation. Donc il y a même à certains égards, la régulation est plus sévère que pour les banques. Il y a des niveaux de transactions où il y a des seuils, par exemple, que nous, ils sont plus bas que dans l'écosystème bancaire. Il y a des recommandations parfois du groupe d'action financière, donc qui est le groupe international qui donne des recommandations en termes de blanchiment, où ils disent que les cryptos, par nature, c'est à haut risque. Et donc, en termes d'équivalence, ça veut dire qu'on considère, dans la théorie, qu'un virement de 100 000, 150 000 euros en Russie est aussi risqué qu'un retrait de 50 euros d'une plateforme d'échange crypto. Donc, il y a eu une forme d'hystérie collective sur ce sujet-là qui a créé des barrières, et certaines, en fait, sont complètement contre-productives parce qu'elles mettent en danger les utilisateurs. Mais c'est un sujet qui est plus large, c'est-à-dire que la CNIL, de manière générale, s'en émeut régulièrement de dire pourquoi est-ce que vous ne respectez pas le RGPD, parce qu'on a quand même aussi une réglementation européenne là-dessus. Il y a un concept qui est celui de la minimisation de la collecte de données. Donc si vous n'avez pas besoin de la donnée, vous ne devez pas la collecter. Dans le cadre des cryptos, typiquement, nous on met l'accent en particulier sur une réglementation qui s'appelle la règle de transfert de fonds, où en fait ils ont essayé d'appliquer au monde crypto, qui ne fonctionne pas de la même façon que le monde bancaire, des règles qui étaient façonnées pour le monde bancaire. Et en particulier, dans la crypto, Jérémy l'a dit tout à l'heure, le facteur vraiment qui différencie complètement par rapport au système financier traditionnel, c'est qu'on peut posséder en propre, ce qui n'est pas le cas dans le système financier traditionnel. Donc ça veut dire qu'on peut avoir des portefeuilles personnels, ce qu'on ne peut pas faire dans le monde financier traditionnel. Et donc, comme ce concept est absent de la finance traditionnelle, il a été quand même un peu comme si on voulait mettre un rond dans un carré. On a dit, c'est pas grave, au lieu d'adapter à ce nouveau concept, on va le forcer dans la réglementation. Donc nous, en tant que plateforme, on est censé collecter des informations de où est-ce que vous habitez, comment vous vous appelez, et à côté, je mets votre adresse crypto. Donc ça veut dire combien vous avez, avec qui vous échangez, etc. Et je l'ai déjà dit aussi à différents endroits, mais comme c'est fait de façon hyper rapide, très chaotique, sans coordination, etc., ça veut dire que moi, en tant que plateforme, parfois, je reçois des mails non chiffrés d'entreprises que je ne connais pas, qui me disent telle personne habitant en Italie à tel endroit, il a tant d'argent, voilà, maintenant vous faites ce que vous voulez de cette information. Mais j'en veux pas de cette information. Qu'est-ce que c'est que ce... Qu'est-ce qui te donne ce genre d'information, selon toi? De quoi? Et elle vient d'où cette information? Elle vient d'autres plateformes qui essayent de respecter cette réglementation européenne, mais sans guideline. Donc en fait, on me demande de transférer l'info, je la transfère. Mais il n'y a pas de vous le faites de façon chiffrée, vous le faites avec un intermédiaire. Mais si oui, lequel? Ça n'existe pas. Il n'y a pas de SWIFT dans le monde des cryptos. Donc moi, la plateforme d'échange, j'échange avec une autre plateforme d'échange. Directement.
Oui, mais si je fais directement, ça veut dire qu'on doit s'adapter à nos systèmes informatiques. Mais en fait, il y a 250 plateformes dans le monde, donc je ne peux pas le faire pour toutes les plateformes. Donc je fais quoi? Je me fie aux prestataires, souvent américains, qui se positionnent sur ce créneau et qui me demandent donc toutes les données personnelles de tous mes utilisateurs, combien ils possèdent, où est-ce qu'ils habitent, etc. Sachant que la boîte a 6 mois ou 1 an, et donc j'ai pas spécialement envie de lui filer toutes ces datas. Bof. Donc en fait, c'est extrêmement dangereux pour les utilisateurs de crypto européens, mais ça a été voté parce qu'il y avait un contexte qui était celui de aucun politicien ne veut défendre le monde crypto parce que c'est trop risqué ça fait perdre des voix en fait, tout simplement, de défendre la crypto. C'est moins le cas aujourd'hui, mais c'était le cas il y a 4 ans. Stanislas, je te vois Il y a un crisser. fonctionnement technologique qui est radicalement différent du fonctionnement traditionnel. Donc tout le monde n'est pas non plus mal intentionné, mais c'est l'applicabilité. C'est bien de donner une règle qui peut procéder d'une bonne intention, mais si derrière elle n'est pas applicable, elle peut devenir dangereuse. Et c'est un peu ce défaut d'étude d'impact ou de travail en disant il faut s'adapter aux contours de votre technologie, qui, à mon avis, met à risque sur des fuites de données à terme potentiellement des détenteurs. Il n'y a pas de lien sur ce débat sur la réglementation financière. Il n'y a pas de lien avec les cas qu'on a évoqués tout à l'heure. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas dans un futur proche. Et donc c'est tout le débat qui a été ouvert et maintenant aux associations professionnelles de le porter aux différents parlements. Alors, je me sens un petit peu à l'écart temporairement de cette discussion. J'ai mon avis personnel sur le KYC, donc cette règle de Know Your Customer. Néanmoins, avec OnShares, on ne transacte pas avec des clients particuliers. À titre personnel, donc Moi, je pense que dès lors que finalement, les crypto-monnaies ne sont d'ailleurs pas reconnues comme des monnaies à part entière, en tout cas dans le système français et même européen. Elles ne devraient pas faire l'objet des mêmes réglementations. Mais c'est encore une fois très personnel. En l'occurrence, la chance qu'on a, nous, à CoinShares, c'est qu'on transacte avec des partenaires financiers. Nos produits, eux, sont distribués à travers ces partenaires financiers. Des banques, des courtiers sont disponibles dans des comptes titres, dans des PER, par exemple récemment en France chez Boursobank ou encore chez Interinvest. Donc, en l'occurrence, on n'est pas responsable des données de nos clients, mais on travaille en tout cas avec des partenaires qui sécurisent ces données-là. Et c'est pour ça que je me permets de... Mais je me permets de dire que je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Le débat est beaucoup plus large. La réglementation financière, de façon générale, par exemple, n'est pas conforme au RGPD. Donc à chaque fois que quelqu'un applique la réglementation financière, il viole le RGPD. Donc il y a une étude d'impact qu'il faudrait faire, qu'on ne fait pas. On collecte massivement des données sur 500 millions de personnes de façon indiscriminée, juste pour un soupçon généralisé que tout le monde est un blanchisseur. C'est juste pas conforme à la quasi-totalité des traités européens, mais on le fait parce que ce sujet du financement du terrorisme et du blanchiment est hystérisant, et donc il n'y a personne pour se mettre dans la posture de défendre on va dire une collecte massive de données qui met en danger des gens. Donc oui, moi je suis assez d'accord avec Jérémy, ça devrait même pas être fait, d'autant qu'il y a cette hypocrisie sur le fait qu'effectivement, qu'est-ce que ça vient faire dans des textes qui concernent la monnaie si vous nous répétez toute la journée que c'est pas de la monnaie. Et pardonnez-moi, vos associations professionnelles peuvent faire porter cette voix-là, ou il faut compter sur des acteurs peut-être un peu plus considérables pour les faire entendre? Alors j'ai une double casquette, je dois le concéder. J'ai pris la tête de l'association professionnelle en France qui... Tu réponds à une troisième question, alors peut-être. Oui, je réponds à une troisième question. Ce qui est sûr, et la question qu'on peut poser, nous, c'est principalement l'applicabilité. C'est-à-dire que nous, on a nos acteurs, que ce soit des acteurs bancaires ou des acteurs natifs, c'est-à-dire des petites boîtes qui se sont créées et qui font des offres de services. Aujourd'hui, c'est vrai qu'ils ont du mal à respecter complètement cette règle dite TFR, en gros de suivi des transferts et des flux, parce qu'elle n'est pas applicable, tout simplement. Donc ça, c'est sûr qu'il y a des discussions en cours avec les autorités nationales et internationales pour trouver la bonne balance et, en l'occurrence, ne pas tomber dans un excès où on envoie des données en clair entre acteurs, et c'est là où il y a des points de risque. Donc il faut éviter de mettre à risque les gens, là où l'intention de ces textes-là, c'est au contraire de limiter les fraudes. L'échelle ne peut pas être nationale? Non, sur ces sujets maintenant, et la crypto, et même en matière financière, c'est principalement au niveau européen, avec des recommandations d'organismes qui sont supranationaux et en dehors de l'Europe. Charge après à l'Europe, aux différentes zones géographiques de juridiction, de les respecter et parfois d'être plus dur que les recommandations. Et c'est souvent le cas en matière de crypto, et ça, on peut le déplorer. Et ce qui fait qu'en termes de géopolitique aujourd'hui, quand on voit ce que font les États-Unis, il y a certains moments, on est allé un peu trop vite dans la réglementation et un peu trop fort, ce qui fait qu'on se retrouve un peu cornaqué, un peu bloqué sur des cas d'usage qui posent des vraies questions politiques. J'ai deux questions, vous choisissez celle qui vous plaît le plus. Est-ce que ça n'est pas... Mais celle-là, elle va vous agacer. C'est Cristal. Est-ce que c'est pas la volonté des crypto-monnaies de devenir de véritables monnaies, enfin d'être reconnues en tant que telles? Je réagis à la position de Jérémy, notre invité.
Si, bien sûr, je ne suis pas en contradiction, mais pour le moment, elle ne l'est pas. Donc, à partir de ce moment-là où elles le seront. Bon, qu'est-ce qu'il faudrait en plus aux cryptos pour qu'elles deviennent de véritables monnaies? C'est quoi une véritable monnaie finalement? C'est une très bonne question. Alors là, j'espère que vous avez jusqu'à 22h, 23h pour pouvoir discuter. On peut se poser en effet de ce que c'est la monnaie. Pour ma part, c'est service public, c'est gratos, c'est bon, vas-y. Pour ma part, j'ai un peu de mal à y répondre. Dans tous les cas, je pense qu'aujourd'hui, si on devait se poser la question d'une monnaie, c'est-à-dire d'un moyen de transacter, mais aussi de protéger finalement la valeur des gens, la valeur et leur pouvoir d'achat, Bitcoin y répond parfaitement, puisque c'est une monnaie qui n'est pas diluée, en tout cas qui a une limite dans son émission, contrairement aux monnaies fiduciaires actuelles qui finalement n'ont pas de limite et qu'on peut imprimer à volonté. Ce qui a eu tendance, en tout cas au fil des années et des décennies, de diluer énormément notre pouvoir d'achat, même si en effet les performances du passé ne présagent de rien du futur. Dans tous les cas, jusqu'ici, c'était une dynamique qui ne semble pas s'arrêter, et c'est pourquoi je pense qu'en tous les cas, une crypto-monnaie telle que Bitcoin répond davantage à la fonction d'une monnaie et des valeurs étalons qu'on avait par le passé. Pour ajouter 2 mots, ça me permet aussi de dire un mot qui est très important, c'est que en fait, elles n'ont pas du tout toute envie d'être des monnaies. Il y a globalement, Bitcoin est un projet politique de monnaie. Le reste n'a pas envie d'être de la monnaie. Même Ethereum n'a pas été conçu comme ça. Tout à fait. Ethereum a été pensé comme étant du carburant pour faire tourner un ordinateur mondial. D'autres ont prévu d'être juste des objets de collection, d'autres, etc., etc. Et donc, moi, mon avis personnel, mais c'est que le plus grand pas en avant qu'on puisse faire dans le débat public en termes de compréhension du sujet des cryptos, c'est de ne plus parler des cryptos. Parce que c'est un ensemble complètement hétérogène. Et de la même façon qu'on n'a pas des émissions financières dans lesquelles on dirait venez parler des actifs, et puis vous prenez quelqu'un qui fait de l'immobilier, quelqu'un qui fait les obligations souveraines américaines, l'autre qui fait le dollar, l'autre qui fait... et en fait, ils n'ont rien à se dire, parce qu'ils ne parlent pas du même sujet, ils ne sont pas experts de la même chose. Donc dans le monde des cryptos, malheureusement, c'est ce qu'on fait. Justement, quand on dit le monde des cryptos, comme je viens de le faire, c'est parce que c'est un amas hétérogène dans lequel on va avoir des œuvres d'art numériques à côté de stablecoin de l'US dollar, à côté du Bitcoin, qui est un projet politique de séparer la monnaie de l'État. Donc il y a vraiment Bitcoin qui effectivement a une proposition de valeur d'être une monnaie. Pour moi, effectivement, l'est déjà. Pour certains, est un projet de monnaie. Pour d'autres, non, pas du tout, parce que c'est pas l'État. Mais en tout cas, ce que Jérémy dénonçait, ce que je dénonce aussi, c'est pas tant notre avis sur le sujet, c'est l'hypocrisie des pouvoirs publics. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on nous a dit c'est pas une monnaie. Pourquoi? Parce que c'est pas les 3 fonctions de la monnaie: réserve de malheur, unité de compte, intermédiaire Tu d'échange. dis réserve de malheur. J'ai ma langue à fourcher. Réserve de malheur. Non, réserve de valeur, unité de compte et intermédiaire d'échange. Ensuite, on a vu qu'en fait, ça servait comme intermédiaire d'échange, que certaines personnes comptent en Bitcoin, que accessoirement, ça préservait beaucoup mieux la valeur que les autres monnaies fiduciaires. Et d'ailleurs, on a retourné le problème, puisque l'euro et le dollar sont programmés pour perdre de la valeur. Est-ce que ce sont des monnaies? Non, ça ne remplit pas la caractéristique de la réserve de valeur. Donc on a eu ça pendant très longtemps. Ensuite, on a eu l'argument de ouais, mais en fait, c'est pas un État. Puis le Salvador en a fait sa monnaie nationale. Il y a même un député qui avait posé la question au gouvernement, du coup on doit changer la loi française, puisque maintenant c'est une devise étrangère, donc la fiscalité doit changer, etc. Le gouvernement n'a jamais répondu. Le règlement TFR qu'on a mentionné tout à l'heure, il a un paragraphe au tout début dans lequel il dit « Ce texte ne s'applique qu'aux pièces, aux billets, à la monnaie scripturale et fiduciaire et aux actifs numériques. » Pourquoi? Qu'est-ce que ça fait là si c'est pas de la monnaie? La jurisprudence européenne n'applique pas de TVA sur les échanges entre Bitcoin et euros. C'est bizarre quand même, il y a de la TVA, il n'y en a pas juste pour les échanges de monnaie. Donc en fait, si on prend les caractéristiques les unes après les autres, on sait que c'est de la monnaie. C'est juste que d'un point de vue des pouvoirs publics, ils ne veulent pas lâcher les armes, parce que s'ils disaient c'est de la monnaie, en fait ils ont perdu. Donc ils contrôlent le discours public autour du sujet, mais évidemment que la question sous-jacente est très intéressante. Je sens notre ami Stanislas plus circonspect. J'apporte une petite nuance. Ça peut être une monnaie si 2 agents économiques peuvent transacter en Bitcoin. Pourquoi pas? Après, on peut s'amuser à revenir à la définition aristotélicienne. À chaque fois, je me trompe, mais je veux quand même essayer de le dire. Exactement. Le sujet, il est aussi géographique. C'est-à-dire que quand on voit, et ça refait écho à ce que je disais sur la sociologie des détenteurs, pourquoi ils investissent dans le Bitcoin en France, globalement, c'est un peu comme un or numérique. On va investir, c'est un projet d'investissement. Ce qui n'est pas vrai sous toutes les géographies. Non pas que je dise pas qu'en France, il y en a certains qui ne considèrent pas Bitcoin comme une monnaie, mais je pense que quand on se situe en Turquie... Le projet politique, peut-être qu'il y a dessus. Le projet politique, à vrai dire, les idéologues... France, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un placement, c'est de l'argent peut-être facile, que c'est le moment de le faire. Le propre d'un investissement, c'est d'imaginer qu'on va faire de l'argent, mais ça vaut
pour Bitcoin, mais pour tout autre support d'investissement. Non, mais c'est peut-être pas le cas ailleurs. Non, le cas ailleurs, c'est et surtout ce n'est le pas le cas cas de tout le d'usage. monde en France, évidemment. C'est-à-dire que le cas d'usage, on se situe en Argentine il y a quelques temps, c'est toujours le cas, il y a de l'inflation, ou en Turquie, la lire turque, quand il y a 20 ou 30% d'inflation, pas annualisée, mais par mois, qu'à la fin on reçoit son salaire, on a peut-être envie de trouver un moyen de préserver de la valeur. Et c'est pas un hasard si on retrouve une forme de corrélation qui n'est pas forcément causalité, mais les plus forts taux d'adoption de Bitcoin et de crypto par extension, je continue à garder cette, de toute façon, les stats sont faits là-dessus. cette dénomination, c'est sur des pays où il y a une sorte d'effondrement politique, économique, en général c'est lié, et on retrouve des taux de détention 20, 30, 40% parfois. Et donc on voit que selon la géographie, on n'a pas le même usage. Et ça fait écho à ce que disait Alexandre, c'est que c'est très difficile pour l'administration fiscale ou même pour des politiques de comprendre que Bitcoin est potentiellement autant à la fois de l'or numérique qu'une monnaie, qu'un projet politique, une infrastructure de paiement. Et donc ce caractère protéiforme, et c'est très dur de le mettre dans des cases, parce qu'aujourd'hui, de la monnaie euro, c'est de la monnaie euro, une action, c'est une action. Et de l'or, c'est de l'or. Et on se retrouve avec un Bitcoin qui est un ovni et qui est à la fois tout. Et donc c'est... Mais je concède que c'est compliqué de le comprendre déjà. Il y a une barrière culturelle et pédagogique qui est assez importante. Néanmoins, j'aimerais ajouter que si, par exemple, en France, en effet, il est rare qu'on transacte en Bitcoin et que c'est davantage l'usage de la réserve de valeur qui s'est imposé, c'est aussi parce qu'il y a énormément de friction sur son usage transactionnel, tel que la fiscalité, puisque pour un paiement en Bitcoin équivaut donc à une sortie en monnaie fiduciaire et on est taxé à hauteur de 30%, ce qui revient finalement à un achat qui n'est pas forcément très avantageux. Pour autant, moi par le passé, il m'est arrivé de transacter en Bitcoin, parfois parce que je n'avais que ça. Bon, d'ailleurs, je le regrette aujourd'hui. mais ce que je veux dire, c'est que si ces frictions étaient finalement en tous les cas amoindries, je pense que beaucoup plus de gens auraient tendance à s'emparer de ce cas d'usage-là, ici en tout cas dans notre juridiction. Et d'un mot, ce serait de l'économie réelle. C'est-à-dire si on fait une exonération, aujourd'hui c'est 305 € de la plus-value, on monte ça à 1000, 2000, 3000. Je pense qu'il y aurait beaucoup de détenteurs de crypto qui dépenseraient 3000 en plus par an, et donc ça fait de la TVA et ça revient dans l'économie réelle. Donc les frictions, elles existent, mais quand aujourd'hui on revient à ce caractère protéiforme, c'est que personne ne paye avec une action, par exemple, de la BNP ou de Stellantis. Or, si on revient à ce qu'est Bitcoin, aujourd'hui c'est taxé, mais c'est plus pertinent d'utiliser Bitcoin comme monnaie qu'une action de Stellantis ou de la BNP. Et donc c'est ça un peu le sujet où on se retrouve un peu bloqué et les frictions qu'évoquait Jérémy. Je vais vous lire une question que je ne comprends pas, donc vous allez devoir m'expliquer la question et y répondre. Que se passe-t-il quand un acteur atteint plus de 50% de la puissance de calcul sur le blockchain? Je pense saisir quand même, hein, mais on va dire que je ne saisis pas du tout. Tout à l'heure, je parlais de blockchain qui n'était pas piratable. C'est parce que, comme je le disais, il faut donc une blockchain, c'est constitué de plusieurs ordinateurs. Je simplifie vraiment énormément, plusieurs ordinateurs qui sont distribués généralement dans le monde. En l'occurrence, pour Bitcoin notamment, puisque pour les autres c'est encore d'autres consensus, mais pour Bitcoin, il faut avoir plus de 50% de la puissance de calcul pour s'emparer finalement du pouvoir de réorganisation des blocs, des transactions. Donc, je simplifie. Donc, en l'occurrence, on perdrait énormément de confiance. Là, si on doit parler des conséquences, on perdrait beaucoup de confiance dans la blockchain Bitcoin. Néanmoins, aujourd'hui, il faudrait des ressources qui sont, je vais même pas dire à l'échelle d'un État, parce que ça impliquerait de l'achat de territoire, en tout cas de la possession de territoire, de la possession de machines. C'est quantifiable? Alors, la dernière étude, théoriquement quantifiable, mais est-ce que c'est... La dernière étude que j'ai publiée à l'époque où j'étais journaliste et qui date de l'an passé, qui avait été faite par deux académiciens, globalement constatait qu'il fallait, ça coûtait à peu près 2 milliards de dollars par heure. Non pas seulement parce que sinon c'est moins hein, si on doit parler juste de la dépense énergétique, mais si on doit comptabiliser l'achat de matériel, le territoire pour placer ce matériel, même la supply chain, puisqu'en plus on perdrait, il faut aussi que tout ce matériel-là soit alimenté, les ressources sont énormes et sont conséquentes. Donc dans le cas de Bitcoin, c'est très peu probable. Il s'est avéré que pour des crypto-monnaies finalement beaucoup moins utilisées, en effet, il y a des attaques et que des gens s'emparent de ces 51%.
Pour Bitcoin, il faut rajouter le fait que, comme c'est une des dernières qui maintenant a une sécurité par la fameuse preuve de travail, donc en gros on dépense de l'énergie pour sécuriser le réseau, en fait c'est pas juste de l'argent. Il faudrait sortir quelque chose comme 30 ou 35 réacteurs nucléaires de terre maintenant pour pouvoir attaquer le réseau, puisqu'il faut bien dépenser cette électricité pour pouvoir miner. Ils n'existent pas, il faut bien les sortir. En l'occurrence, on a le débat en France en ce moment, ça prend pas 2 mois de créer une centrale nucléaire. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait le faire de façon cachée partout dans le monde, là où il y a un petit peu d'électricité qui déborde, ce que font les mineurs, hein, ils vont chercher cette électricité déjà. Il faudrait le faire avec tout le hardware nécessaire pour le faire, sachant qu'aujourd'hui il y a des ruptures de stock et tout le monde attend 8 mois, 1 an avant de pouvoir recevoir ces machines, en espérant que la puissance de calcul du réseau ne monte pas entre-temps. Le tout pour arriver dans une situation où, si ça arrive, la théorie des jeux étant bien faite, j'ai plus intérêt à sécuriser le réseau qu'à le hacker. Donc ça reste dans la théorie possible, de toute façon le risque zéro n'existe pas. Mais Jérémy le disait tout à l'heure, en fait, ça n'est pas arrivé depuis toute la vie de Bitcoin. Donc, et pourtant, c'est pas les attaques qui manquent et le réseau pèse plus de 2000 milliards. Donc, l'incitation à le hacker est quand même assez élevée. Pour expliciter ce que dit Alexandre, c'est utiliser une puissance de calcul Qui était cependant très clair. qui était vraiment cryptique. Quelle condescendance. Quel faux frère. La réserve de malheur. Non, mais là, j'ai juste relevé un propos. Non, mais pour aller... Ok, je change mes termes. Pour suivre sur cet aspect théorie des jeux, ce qui est intéressant, c'est qu'on déploierait une force extraordinaire pour hacker et donc récupérer du Bitcoin, mais on viendrait de démontrer que ça n'a plus de valeur. Donc ce serait juste, entre guillemets, un acte malveillant et il faudrait qu'il y ait des myriades d'États qui s'y mettent et puis qui arrêtent de dépenser comme ils le font aujourd'hui pour réorienter. Enfin, les concitoyens ne seraient pas d'accord. Donc en fait, toute la théorie des jeux à tous les niveaux souligne que normalement, il n'y a pas trop de risques avec ce niveau de sécurité-là. Et c'est comme on le disait tout à l'heure, c'est pas fixiste, c'est-à-dire que le Bitcoin en 2011-2012, un État pouvait y aller et puis terminer. Et pour l'anecdote, c'est une des raisons pour lesquelles Satoshi Nakamoto, donc, qui est le créateur de Bitcoin, justement à l'époque, lorsque fin 2010, un des premiers cas d'usage public entre guillemets de Bitcoin, ça a été de financer WikiLeaks, puisque WikiLeaks avait subi l'embargo américain, donc il n'y avait plus de PayPal, de Visa, de Bank of America, etc. Et donc en fait, il y a quelqu'un qui est venu dire, ici, en fait, on a le cas d'usage parfait pour Bitcoin, c'est une monnaie incensurable pour financer des lanceurs d'alerte. Et depuis, effectivement, c'est devenu de facto la monnaie de Snowden, etc. Et en fait, à ce moment-là, Satoshi avait répondu non, ne faites pas ça. Si vous faites ça, vous allez attirer la lumière sur nous et c'est trop tôt. On est trop faible, on va pas résister. Et ça a été quand même fait. Et depuis, Satoshi Nakamoto a disparu. Il n'a plus fait aucun message public à cause de ça, justement. Tout à l'heure, tu disais que les crypto-monnaies n'avaient pas forcément les faveurs, notamment de nos hommes et femmes politiques nationales. Et européen. Il se trouve que de l'autre côté de l'Atlantique, il y a quelqu'un que visiblement ça intéresse beaucoup, c'est Donald Trump, le président des États-Unis. Ça n'a pas toujours été le cas. Pourquoi ça l'intéresse autant? Pourquoi il a un peu retourné sa veste? Le sujet est large. Ouais, le sujet est large. Vous avez 4 heures, messieurs. J'aimerais dire que c'est parce que c'est dans l'actu. Il faut pas associer Donald Trump au Bitcoin et à la crypto. En tout cas, ça ne doit pas être un emblème. C'est vrai que c'est le personnage le plus emblématique et aujourd'hui, c'est le 47e président des États-Unis. Néanmoins, il y a d'autres politiques américains avant lui et même du côté démocrate. Je pense notamment à Andrew Yang, qui était l'ancien candidat à la mairie de New York, qui est un candidat pro-Bitcoin et qui est toujours pro-Bitcoin. Donc, encore une fois, le champ des actifs numériques est complètement bipartisan aux États-Unis, même s'il est vrai que ce sont plutôt les républicains qui l'ont porté récemment. Maintenant, si on doit parler du cas de Donald Trump, je pense qu'il est intéressant de constater aussi, c'est un opportuniste, il y a l'électoralisme, quoi qu'il en soit, c'est évident. C'est quelqu'un qui s'est aussi rendu compte qu'il y avait tout simplement un renouvellement des portefeuilles aux États-Unis, un nouvel électorat. Ce sont en effet les plus jeunes qui s'emparent davantage des actifs numériques plutôt que leurs aînés. Donc, quoi qu'il en soit, il y avait un potentiel électoral de ce côté-là. Et puis ensuite, lorsqu'on doit parler d'opportunisme, il y avait aussi une opportunité de financement, c'est-à-dire que malgré tout, toute la Silicon Valley a été, c'est considéré maltraité sous l'ère Biden et a été très encline aussi à financer le camp républicain et particulièrement Donald Trump. Donc forcément, un discours politique allait aussi découler de ça. Néanmoins, je rappelle qu'il y a encore 2-3 ans ou 4 ans, c'est un acteur qui évoquait en effet le Bitcoin comme de la fraude. Donc à mon sens, il n'y a jamais eu non plus de véritable conviction de la part de Donald Trump. Aujourd'hui, il y a vu un intérêt et politique et électoral. Aujourd'hui, il y voit aussi un intérêt financier. Là, sans se lancer dans de terribles accusations, mais il est clair que sa famille, en tous les cas, et ses enfants ont des entreprises maintenant dans le secteur Bitcoin. Donc, il y a des intérêts aussi particuliers qui sont évidents.
Oui, effectivement, je partage ce qui a été dit. La raison principale pour moi, elle est électorale. C'est qu'on a passé un cap aux États-Unis. Stanislas parlait de 10% en France. Aux États-Unis, c'est plus proche de 20% des détenteurs, enfin des adultes qui ont des cryptos. Et donc, en fait, on ne peut plus cracher sur un électeur sur 5. C'est pas possible. Il y a une partie de cet électorat qui s'est détourné de Biden pour ces raisons-là. Il y avait un sondage qui avait été fait juste avant l'élection qui montrait que justement sur les détenteurs de crypto, donc on parle quand même d'une personne sur 5 qui va voter, et ben en fait c'était des gens qui se revendiquaient démocrates. Et donc c'est pareil pour tacler un autre poncif, c'est souvent on dit crypto extrême droite, etc. Que ce soit en France ou aux États-Unis, les partis ou les tendances politiques qui sont les plus surreprésentées, c'est plutôt des partis de gauche ou de gauche radicale. C'est très léger, je voudrais pas qu'on retienne que c'est un mouvement communiste, mais c'est de manière très légère. En fait, comme c'est très très jeune, de facto, il y a un côté, effectivement, ça vote plutôt à gauche, ou en tout cas progressiste. Mais ils avaient beau se revendiquer démocrates, quand on leur demandait pour qui vous allez voter, le chiffre s'inversait. Et on passait à de mémoire, de l'ordre de grandeur, mais c'était quelque chose comme 47% pour Trump et 39% pour Biden, alors que c'était l'inverse en termes de quelle est votre tendance politique. Donc en fait, aller prendre 6 ou 7 points de pourcentage sur un électeur sur 5, en fait, c'est monstrueux. Et donc, comme lui, il y est allé, alors que les démocrates, notamment via Elizabeth Warren, passaient leur temps à dire c'est nul, c'est de la criminalité, il faut l'encadrer encore plus, il faut l'interdire, etc. En fait, il a récupéré une part. Et pareil, sans faire de la causalité, ou en tout cas de la causalité monofactorielle, mais quand on regarde a posteriori l'élection, les électorats sur lesquels Trump a surperformé, en fait, il y a une superposition quasi parfaite avec la sociologie des détenteurs de crypto. C'est les minorités ethniques, les jeunes, etc., etc. Donc, je dis pas, il a gagné que grâce à ça, mais je pense sérieusement que la crypto a joué là-dedans et que ça explique, comme analyse a posteriori, que du coup, pas mal de démocrates aient fait, en fait, il faut qu'on arrête de se suicider sur ce sujet-là, et donc on va retourner là-dessus. Et donc, évidemment, on peut que déplorer qu'en France, qu'on n'en soit pas à 20% de l'électorat, ce qui fait que pour beaucoup de politiciens, c'est toujours pas devenu un marché électoral suffisant, et donc ils continuent de dire n'importe quoi. Nous, on est en queue de peloton en termes d'adoption. On est à 10%, les Allemands sont à 14 ou 15, les Britanniques sont aussi à 14 ou 15. Donc, culturellement et économiquement, on réunit toutes les variables macroéconomiques pour être les derniers. Malheureusement, on a une culture de la centralisation très forte, on a une défiance envers tout ce qui vient pas de l'État, on a une inflation qui a été troquée contre de la dette. Donc là où tous les autres étaient à 10 ou 15% d'inflation, nous on était à 5, mais parce qu'en fait on l'a changé contre de la dette. Donc les gens ne se rendaient pas compte de la vraie problématique que pouvait être une inflation à 12% ou 13%. Donc en fait on a toutes ces variables-là qui jouent en notre défaveur dans l'adoption crypto, et donc de facto dans l'adoption par les politiques. Stanislas ? Pour retourner aux États-Unis, certes, c'est Donald Trump qui a popularisé le sujet en prenant une position très favorable, mais ce qui est intéressant, c'est que les premiers textes de loi qui sortent très concrètement, c'est bien d'être élu sur un programme, maintenant il faut traduire ça très concrètement, mais c'est un effort qui est bipartisan. Et donc j'appuie ce que disait Jérémy, c'est que quelque part, il a mis un peu le coup de pied dans la fourmilière. D'un point de vue électoral, il y en a qui ont compris que c'était pas forcément une bonne chose de jouer contre son électorat. Et donc, in fine, sur un sujet que sont les stablecoins, et je vais définir ce que c'est qu'on peut représenter de la valeur sur ces fameux livres de compte qu'on appelle blockchain. Donc, on peut faire des représentations du dollar. De la même manière que quand on va au casino, on donne un billet de 100, on reçoit 100 jetons. Bah là, c'est pareil, on crée enfin des jetons dont la valeur est dérivée du dollar. Et ils ont bien compris, les deux camps politiques, que ces fameux jetons qui représentaient du dollar, c'était le moyen idoine de distribuer du dollar partout dans le monde virtuellement à une personne qui a juste un smartphone et une connexion Internet. Et donc c'est pour ça que l'effort maintenant, il est plus juste républicain, il est aussi démocrate. C'est de dire, mais c'est génial de consacrer l'hégémonie du dollar sur une nouvelle infrastructure où va circuler de la valeur. J'ajoute un deuxième étage à ça, c'est que pour l'instant j'ai dit qu'il y avait $1 dans un compte bancaire et un jeton qui représente $1. Mais en réalité, il y a un peu de dette aussi. Et donc, c'est encore pire. Ils sont en train de distribuer, même beaucoup, principalement, ils sont en train de distribuer virtuellement de la dette à toute personne qui a un smartphone et une connexion Internet. Et donc là, ça pose une question politique qui devrait mécaniquement créer une réponse dans les autres zones géographiques et dans l'Europe. C'est comment on peut laisser le dollar être distribué comme ça. C'est pas une mauvaise idée si on est américain. Maintenant, en tant qu'Européen, question de souveraineté monétaire, est-ce qu'on a envie que nos citoyens européens, pour des cas d'usage qui dépassent la crypto, parce que ça peut être du paiement, envoyer de l'argent aux diaspora, acheter des représentations d'autres actifs qui circuleraient sur blockchain, est-ce qu'on a envie qu'il n'y ait que du dollar? Non, l'euro a été conçu comme un moyen de concurrencer le dollar, donc il nous faut ces fameux stablecoins euros, ces crypto-devises. Donc c'est le moment aussi de parler de politique, et la crypto, quelque part, en revenant sur ces sujets politiques, peut être repris par des partis politiques.
Ceci dit, il y a une réponse politique en Europe, mais c'est sous la forme de monnaie numérique et de banque centrale, qui n'est pas du tout la même conception et qui ne prend pas la même forme d'ailleurs que les crypto-monnaies et les stablecoins américains. D'ailleurs, monnaie numérique de banque centrale à laquelle s'est opposé Donald Trump aussi aux États-Unis. Bon, je voulais pas remuer le couteau dans la juste pour un ordre de grandeur, les plus gros émetteurs de stablecoin aujourd'hui font partie du top 10 des acheteurs de la dette américaine. On n'est pas en train de parler de juste des petits acheteurs. Donc c'est un vrai moyen, c'est devenu un sujet géopolitique. En crise obligataire. Donc il y a un moyen, il faut surtout avec la guerre économique qui a été lancée par Trump, il y a un peu plus de doutes sur la qualité de cette dette. Et donc trouver des acheteurs de cette dette, c'est plutôt une bonne idée. Mais si on tire le fil, en Europe, on a des États qui sont endettés, qui font des déficits. Il faut aussi trouver des acheteurs de la dette, d'autant plus si on veut financer des dépenses de défense. Et donc j'ai envie de dire qu'il y a une demande pour ces fameux stablecoins euros qui sont des proxys de dette. Autant y aller d'un point de vue très pragmatique. Non, j'ai rien à Non, ajouter. pardon. The Gentleman dans le chat qui vous demande quel est le pourcentage des gens, peut-être que vous savez pas, je suis sûr que vous savez, quel est le pourcentage des gens qui détiennent des crypto-assets, qui les détiennent réellement en physique? Dans une étude qu'on fait chaque année avec Ipsos, donc avec une méthodologie très Un peu solide, globalement, c'est un peu moins d'un tiers des détenteurs de crypto, et c'est pas exclusif, qui font de la détention eux-mêmes, et ils peuvent avoir après de la détention via des intermédiaires. Mais donc il y aurait environ un tiers de ces 10% qui a à minima un portefeuille où il détient soi-même de la crypto. Ça veut pas dire qu'il y a beaucoup de valeur dedans, mais c'est pas ridicule quand même 3% des Français. Moi j'ai une question, mais bon, je finis toujours un peu comme ça. L'idée c'était de faire un stream où voilà, on balaye les sujets, qu'on démonte quelques idées reçues. On a démonté celle peut-être du crime, celle du côté illicite qui n'existe pas. Immédiatement dans l'environnement, on va dire sémantique des crypto-monnaies, il y a le sujet de l'environnement. La consommation énergétique du réseau Bitcoin dépasse celle de nombreux pays. Ça soulève des questions éthiques. Est-ce qu'elles vont être dépassées un jour? Est-ce qu'elles sont prises en compte par un certain nombre d'acteurs? Oui, elles sont prises en compte par un certain nombre d'acteurs. Alors, nous, c'est un sujet sur lequel on a un département recherche chez CoinShares qui est très efficace et qui travaille aussi en partenariat et qui fait des études aussi auprès des mineurs eux-mêmes. Qui est efficace parce que vous produisez des rapports qui sont disponibles aussi sur coinshares.com si vous voulez les lire. Je vous invite. Ici. Jérémy, le modérateur le mettra dans le chat. Non, la réalité, c'est qu'il est clair. Alors, il faut encore une fois différencier Bitcoin et d'autres monnaies qui ont le même algorithme de preuve de travail. Alors, pourquoi il faut les différencier? Tout simplement parce que Bitcoin travaille en utilisant des ressources informatiques qui sont mises à la calcul de puissance de puces. Alors c'est plus des cartes graphiques en l'occurrence, c'est des puces très spécialisées, mais c'est de la puissance de calcul que Bitcoin utilise pour sécuriser sa blockchain. D'autres désormais utilisent d'autres protocoles qui sont beaucoup moins énergivores, tels que Ethereum, on appelle ça du proof of stake ou de la preuve d'enjeu, où il faut, pour la faire simple, mettre sous séquestre ces crypto-monnaies pour les sécuriser, ce qui consomme très peu d'énergie au final. Ethereum, par exemple, était une blockchain en preuve de travail comme Bitcoin et a switché en 2021-2022 vers ce protocole moins énergivore. Donc, encore une fois, il faut faire une distinction. Toutes les crypto-monnaies ne consomment pas autant d'énergie, que Bitcoin. En effet, Bitcoin est énergivore, personne ne peut le nier. Ça implique forcément et factuellement de la pollution. Néanmoins, contrairement aux idées reçues, déjà, la part d'énergie renouvelable sur Bitcoin est en croissance constante. Il y a une étude indépendante de l'université de Cambridge, le dernier rapport qui vient de sortir en début d'année 2024, qui table sur 50% de part de renouvelables. Et je parle juste de renouvelables. Parce qu'ensuite, il y a l'énergie fatale aussi, c'est-à-dire de l'énergie qui est amenée à être perdue, mais qui finalement on réutilise, qu'on valorise. Voilà, et qui permet donc Qu'on valorise comment? Tout simplement en produisant du Bitcoin. C'est-à-dire qu'au lieu de la perdre et qu'elle se... C'est l'énergie perdue qu'on récupère. Qu'on récupère, qui normalement aurait été perdue. Donc cette part est croissante et en l'occurrence il faut savoir qu'il y a une incitation chez les mineurs, parce qu'on appelle les producteurs de Bitcoin donc des mineurs, à se tourner vers l'énergie la moins chère. Ça implique aussi tout simplement déjà d'inciter les États à investir dans des énergies renouvelables et surtout à faire en sorte que celles-ci soient les moins chères. Et on assiste notamment aux États-Unis à des environnements où les mineurs investissent eux-mêmes, aux États-Unis et notamment aussi en Afrique, investissent eux-mêmes dans le renouvellement des infrastructures électriques. Aux États-Unis, il faut savoir que c'est très peu connu que les infrastructures électriques sont en fait en très mauvais état. Et les mineurs investissent eux-mêmes tout simplement afin de pouvoir
pouvoir utiliser ce réseau électrique en le modulant, puisqu'il suffit pour eux de couper leur utilisation énergétique à la demande des municipalités et des communes si les besoins sont trop forts, contrairement à l'intelligence artificielle qui doit, elle, tourner 24 heures sur 24. Donc, en l'occurrence, le bilan énergétique de Bitcoin n'est pas si négatif que ça, et surtout, en fait, il est plutôt positif si on pense à l'ensemble des débouchés que ça peut impliquer, puisqu'en effet, Bitcoin est plutôt un vecteur d'incitation dans l'investissement dans le renouvelable, plutôt que l'inverse. Juste pour dire deux mots, le premier, c'est que Jérémy a parlé de Cambridge, mais en fait, on peut généraliser. Aujourd'hui, la littérature scientifique, de manière générale, on peut citer Cambridge, Cornell, UCL, North Carolina, l'Université de Téhéran, tout ce que vous voulez. Il y a, depuis 2-3 ans maintenant, il y a environ 25-26 études académiques revues par les pairs qui ont sorti sur le sujet. Et il y en a plus de 80% qui disent que en fait c'est pas négatif, c'est pas neutre, il faudrait accélérer parce que c'est un cas d'usage positif pour l'environnement. Donc comme je sais que la communauté écologiste est en règle générale sensible aux arguments scientifiques, en l'occurrence à minima reconsidérer une position qui serait hostile, ne serait-ce que pour s'informer de ce que dit la littérature scientifique là-dessus. La deuxième chose, Jérémy l'a dit, donc je ne vais pas m'attarder dessus, mais effectivement, une des raisons principales pour laquelle la littérature scientifique effectivement reconnaît cet impact positif, c'est parce qu'elle constate que les incitations économiques du business model des mineurs conduisent en règle générale à utiliser de l'énergie fatale, à équilibrer des réseaux, à augmenter la demande en renouvelable, etc., qui sont des choses un peu contre-intuitives, mais pour lesquelles même l'Agence internationale de l'énergie dit qu'il faut consommer plus, parce qu'il faut rajouter en fait de la demande flexible sur le réseau, sinon on n'arrivera pas à atteindre nos objectifs de transition énergétique. Mais surtout, il y a un troisième point, moi, que je mets en avant, que j'estime être l'éléphant dans la pièce, vraiment, qui ne relève pas de l'opérationnel, qui ne relève pas de la consommation énergétique de Bitcoin, etc., qui relève du système monétaire. Et en fait, personne ne pose la question de, oui, mais le système monétaire actuel, le système fiat, lui, est-il compatible avec l'environnement et les accords de Paris? Et la réponse, en fait, est non, puisque c'est un système monétaire dont l'ADN, la façon de fonctionner, voire la nécessité pour fonctionner, et de chercher l'inflation, c'est-à-dire la destruction du pouvoir d'achat. Est-ce que c'est un instrument de souveraineté? Pas nécessairement. Quand vous êtes en hyperinflation, la souveraineté, vous ne l'avez pas. Le Salvador, c'est dollarisé, par exemple. Quand vous avez un franc CFA, vous n'êtes pas très souverain. Ce qu'il faut savoir, dans le monde, il n'y a que 7 zones économiques qui peuvent lever de la dette dans leur propre monnaie. Tout le reste, ils remboursent en dollars. Et en règle générale, si on est le Bangladesh et qu'on a pris un prêt au FMI, sa seule façon d'obtenir du dollar, c'est de tourner son économie à l'export. Donc, c'est de desservir son marché national et donc, en gros, de faire une ligne de chemin de fer pour aller récupérer des ressources et les vendre aux Occidentaux. Donc, c'est pas très, très souverain comme système monétaire. Et la plupart des pays du Sud aimeraient bien s'en débarrasser. Mais au-delà de la question de la souveraineté, c'est une question que dans le design même, et je suis même pas en train de dire un truc hétérodoxe ici, c'est parfaitement mainstream, etc. On cherche par exemple cette cible officieuse de 2% d'inflation, on la cherche pourquoi? Pour stimuler la consommation, parce que la consommation c'est le PIB. Donc je viens de vous dire que le système monétaire mondial incite tous les agents économiques de la planète dans toutes leurs décisions à consommer plus que ce qu'ils ne feraient en temps normal. Donc comment vous voulez faire de la sobriété dans ce monde-là? Alors vous pouvez en faire à titre individuel en disant j'arrête de prendre l'avion, formidable, vous êtes le seul à le faire, c'est mon cas par exemple, mais ça ne sert à rien. À partir du moment où le système entier dit que si lui il arrête de prendre l'avion, il faut compenser en créant de la monnaie pour que le gars d'à côté il puisse faire un projet d'investissement qui n'est pas rentable, avec un mandat qui est de créer de l'emploi. S'il y a un mec qui creuse un trou, un mec qui le rebouche, c'est bien, on a créé 2 emplois, mais ça n'a servi à rien. Donc il faut poser la question de la compatibilité du système monétaire en général avec l'environnement, et en l'occurrence le système proposé par Bitcoin est celui d'une monnaie saine qui permet l'épargne. Jérémy le disait et tout à l'heure de façon en l'air comme ça, mais en fait c'est très vrai ce qu'il a dit, et c'est mon cas aussi, c'est le cas probablement de Stanislas. En règle générale, quand on a fait une dépense en Bitcoin il y a 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, on le regrette. Parce qu'en fait, si on l'avait gardé, on aurait gagné de l'argent. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, quand on connaît des bitcoiners, on s'aperçoit que souvent le comportement de consommation il change radicalement. On ne se pose plus la question de est-ce que j'ai besoin d'une 5e machine à café parce qu'elle est en solde, mais on se demande qu'est-ce que j'aurais pu gagner si je n'avais pas dépensé cet argent-là. Donc pour beaucoup d'économistes, et je terminerai par là, pour beaucoup d'économistes, ils vont dire c'est une hérésie parce que du coup vous allez sortir de la consommation, donc vous allez détruire de l'emploi. Je dis oui. Oui, effectivement, on va revenir à un modèle sain dans lequel on ne surconsomme pas, on ne détruit pas les ressources de la planète juste pour que des gens aient un emploi fictif. Mais effectivement, ça crée de la casse sociale. C'est juste qu'il faut être cohérent. On peut pas dire, moi je veux défendre l'environnement, mais si possible avec le système monétaire, parce qu'il faut stimuler la consommation. Donc j'aimerais bien que la question environnementale autour de Bitcoin monte d'un cran, et qu'on ne parle pas de est-ce que ça consomme autant que la Belgique ou les sèche-linges aux États-Unis ou les guirlandes de Noël, mais plutôt, en fait, est-ce qu'on peut faire les accords de Paris dans le système monétaire actuel? Réponse non, il nous faut une alternative, il n'y en a pas 36. Il y a l'or numérique qui fonctionne avec un système de paiement mondial et numérique.
Je suis placé au mauvais endroit parce que passer après Alexandre avec grande gravité sur le Fiat, Alexandre. la Fiat Monnaie et les accords de Paris, c'est toujours intéressant. Moi, je donne un petit exemple de ce qu'a fait le Bhoutan, par exemple. C'est le pays du bonheur, c'est ça, si je dis C'est pas ça, de bêtises, tout à fait. qui a une puissance, enfin une capacité à produire de l'électricité assez folle, qui est bien excédentaire par rapport à la consommation de la population, Grâce à l'hydraulique. Tout à fait. grâce à l'hydraulique, et donc qui est du renouvelable. C'est-à-dire qu'ils s'arrêtent de produire parce qu'on ne peut pas stocker l'énergie. Et donc, ils se sont dit, comment on peut utiliser ça comme un avantage dans un monde où Bitcoin existe. C'est assez simple, c'est que tout ce qui n'est pas consommé, eh ben, ils peuvent utiliser cette électricité plutôt que d'arrêter de faire tourner les turbines. Je schématise, mais en gros c'est ça, pour miner du Bitcoin, c'est-à-dire utiliser cette énergie pour faire des calculs et participer à cette grande infrastructure dont la récompense est libellée en Bitcoin. La transparence du livre de compte qu'on a évoqué tout à l'heure permet de voir quasiment en temps réel combien le Bhoutan a permis de générer comme argent, et la réponse c'est qu'en 3 ans, ils ont généré quasiment 700 à 800 millions de dollars. Un tiers de leur PIB. Exactement. Ce qui représente quand même une sacrée proportion de leur PIB, qui derrière peut être conservé en se disant tiens, peut-être que ça prendra plus de valeur, ou qui peut être dépensé en partie pour financer des infrastructures. Oh, ils en ont dépensé une partie pour augmenter les salaires des fonctionnaires. Je le mets là. Ce qui est un bon moyen de finalement créer une Mais forme d'adhésion autour du de coup, Bitcoin. le résultat concret, c'est qu'il y a des gens qui ont vu leur salaire augmenter, donc c'est pas. C'est plutôt pas mal. Et si maintenant on fait ça sur la France, c'est que le développement des énergies renouvelables, dans un contexte où la consommation d'électricité est stagnante depuis quasiment 5 ans, voire qui recule un peu, ce qui fait qu'aujourd'hui on fait une sorte de stop and go sur les réacteurs nucléaires. C'est-à-dire que plutôt que de les utiliser à plein, c'est-à-dire à 85-90% de leur potentiel, on les utilise entre 60 et 70 selon les époques. Donc on pourrait se dire que cette différentiel de 90 à 70, on pourrait l'utiliser en partie pour miner du Bitcoin et donc récupérer de l'argent auprès d'EDF qui pourrait faire de la R&D ou baisser la facture d'électricité, et donc ça devient un enjeu de compétitivité économique. Donc on est loin, entre guillemets, des personnes qui vont utiliser Bitcoin sous un angle très idéologique. Non, on peut l'utiliser à bon escient pour baisser la facture d'électricité et être plus compétitif. Et ça, c'est des questions qui commencent à être popularisées, utilisées par des États, pas que les États-Unis via le Texas, c'est ce qu'ils font, mais le Bhoutan, on ne peut pas les accuser d'être mal intentionnés ou d'avoir des plans impérialistes. Et ce qui fait que nous, si on met un peu de côté... Tu connais mal le Bhoutan. Je connais très mal le Bhoutan, c'est bien vrai. Mais de se poser les bonnes questions en évitant de dire bon, Bitcoin égale Trump, donc on va pas traiter le sujet. Non, il y a des opportunités à saisir. Et c'est pour ça que j'aime bien citer cet exemple du Bhoutan. Il va falloir conclure. Bah oui. Mais moi, j'aimerais justement, en guise de conclusion... Ah, mais tu voulais conclure là, parce que j'allais te lancer le mot de la fin, le mot de la suite. Ah, pardon, le mot de la Très fin. bien, 19h01 passé de 20 secondes, c'est l'heure du mot de la fin, ou le mot de la suite. Non, mais en fait, il y a beaucoup de questions autour de Bitcoin et qui sont bien légitimes. Et en fait, il y a beaucoup de questions qui sont émises en forme de critiques. Il y a beaucoup de critiques qui sont en fait des questions, même plutôt, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a encore des doutes sur la pérennité de Bitcoin lorsque, par exemple, les mineurs auront moins de récompenses au travers des cycles, puisque tous les 4 ans, les récompenses octroyées aux mineurs sont divisées par 2. En fait, moi, j'aimerais dire aussi que, en effet, il est vrai. Il y a encore beaucoup de questions qui vont rester sans réponse pour le moment. Mais en fait, Bitcoin n'est peut-être pas parfait. Et on attend toujours que Bitcoin résolve les sujets du monde entier. Et c'est pas forcément sa fonction. C'est clairement pas sa fonction. Et jusqu'ici, en revanche, au contraire, il a apporté beaucoup de solutions. Sur les 15-20 dernières années, c'est sans doute la révolution numérique la plus efficace et la plus résiliente. Et j'aimerais qu'on garde surtout ça en tête, en sachant que ça reste un protocole et un protocole informatique et dont tout le monde peut s'emparer, que tout le monde peut étudier, qui est disponible en code ouvert, qui ne nécessite pas forcément d'y mettre de l'argent d'ailleurs pour s'y intéresser. Et je pense qu'il faut d'ailleurs commencer par cela, lire le livre blanc de Satoshi Nakamoto, lire des articles académiques. Moi, je ne fais pas de prosélytisme, je ne recommande pas forcément d'acheter du Bitcoin, mais en tout cas, s'y intéresser permet de changer énormément de conceptions ou de préjugés, notamment sur le monde dans lequel on vit, comme Alexandre l'a dit tout à l'heure, l'a formulé, et notamment sur la monnaie fiduciaire et le système économique actuel. Merci Jérémy. Alexandre, le mot de la fin, le mot de la suite. Pour le dire différemment, mais la même chose, le premier avantage que beaucoup de gens attribuent à Bitcoin, et à raison je pense, c'est pas Bitcoin en tant que tel, mais c'est
le fait que ça amène à se questionner sur la façon dont fonctionne un certain nombre de choses aujourd'hui. Et on peut très bien s'intéresser à Bitcoin, faire ce processus de questionnement sur le système actuel, etc. Conclure ce questionnement en se disant, bah, en fait, je pense pas que Bitcoin est la solution. Mais même ça, rien que ce processus-là aura déjà été, d'un point de vue pédagogique, extrêmement vertueux. Donc oui, il ne faut pas attendre de Bitcoin qu'il résolve la faim dans le monde. Personne n'attend de Bitcoin qu'il résolve la faim dans le monde. Je suis d'accord avec Jérémy sur le fait que souvent, dans les débats qu'on peut avoir, il y a malheureusement ce côté un peu sophisme de la solution parfaite, c'est-à-dire voilà, les gens savent pas que Bitcoin aujourd'hui ça gère plus de transactions que Visa au niveau international, que c'est le 5e actif le plus valorisé dans le monde, que c'est arrivé à ce niveau-là sans le soutien de personne, sans équipe marketing, sans entreprise, sans CEO, sans président, sans personne, que tous les pouvoirs publics ont passé leur temps à dire que c'est de la merde, ça sert à rien, etc. Pardon pour les gros mots, excusez-moi, qui sortent tout seuls. Mais en gros, ça n'a pas du tout été soutenu et ça a réussi cette prouesse d'atteindre une capitalisation qui est supérieure à beaucoup de monnaie pour le coup. Et donc, ce serait dommage de dire qu'avec tout ça à son actif en 15 ans tout seul, eh bien, on attend encore que ça résolve la faim dans le monde avant de dire que peut-être éventuellement c'est une idée qui fonctionne. Et malheureusement, c'est encore ce qu'on constate beaucoup, surtout en Europe, puisqu'aux États-Unis, on l'a dit, ça commence à changer pas mal et qu'ils ont une appétence culturelle au risque quand même très différente. Mais en Europe, il y a vraiment ce côté où, ok, ça fait tout ça, voire pas ok, c'est-à-dire qu'il y a encore des gens pour dire, ouais, mais maintenant, en gros, la science est achetée, donc maintenant on nous accueille de payer l'université de Cambridge. Et donc, non, je refuse, tant que ça ne résolvera pas la faim dans le monde, je considérerais que c'est pas bien. Donc, effectivement, intéressez-vous. Et n'en achetez pas forcément, mais il y a un vrai côté questionnement sur le système actuel. Merci Alexandre. Stanislas, le mot de la fin, le mot de la suite. Le mot de la fin, il y a eu beaucoup de mots pour la fin chez mes deux confrères. Je suis complètement d'accord avec eux, c'est-à-dire que se poser des questions sur la géopolitique, de comprendre pourquoi des États s'en emparent, on voit qu'on est loin des images d'Épinal qu'on disait en mode c'est que des criminels. Non, quand des États y vont, c'est qu'il y a des garanties. Et c'est ça, moi, qui me passionne, c'est de poser le sujet sous un angle géopolitique, monétaire, même sociologique, qui s'en empare et pourquoi. Pourquoi dans le nord de l'Italie, on l'utilise pour faire une certaine chose, et pourquoi dans le sud de l'Italie pour une autre. Pourquoi c'est des minorités ethniques qui ressortent plus aux États-Unis dans les détenteurs. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est ce caractère un peu protéiforme. Ce qui fait qu'on s'y perd et qu'on débat du sexe des anges assez souvent quand même. Et laissez-moi vous parler du Bhoutan. 19h05, passé 37 secondes. Merci infiniment à tous les trois. On est un peu en retard, désolé, mais je ne voulais pas écourter votre propos de très haute tenue. C'est la fin de ce stream, chers amis. Merci d'avoir suivi. Merci à nos trois invités, aux trois autres d'avant. Merci bien sûr à Cyril Balta à la Réal. Merci à Stéphanie Huberlu au 4e étage pour les visuels. Merci à Camille Rio qui est à droite, là-bas dans le coin, à la programmation. Pour ceux qui veulent revoir le stream, il est dispo dans une minute sur Twitch. C'est sur la page replay de l'émission sur le site de France Info. Le site de France Info, c'est franceinfo.fr. Mais vous le savez bien sûr, le talk de France Info, vous pouvez aussi le retrouver sur Discord avec moi, mais peut-être pas ce soir, plutôt demain. Le lien est dans le chat où Jules va le mettre. Pour ceux qui veulent écouter le stream avec les oreilles, avec le son de la maison de la radio et de la musique, par exemple, vous retrouverez tout ça dans un instant, c'est la fin de la semaine en podcast sur la plateforme de Radio France. Justement, mercredi prochain et pour les 2 semaines à venir, le temps d'une quinzaine de jours de congé, vous retrouverez l'amie Sarah Calaman que vous connaissez déjà. Elle sera au micro. Avec Sarah, vous allez causer ultra-droite, montée de l'ultra-droite en Europe et même de tueurs de l'ultra-droite pour faire un petit peu putaclic, tout ça, c'est bien. Et puis vous irez faire un tour du côté du salon Vivatech que vous adorez détester dans l'ensemble, mais qui sera un bon prétexte pour causer propriété intellectuelle et intelligence artificielle. Moi, vous me retrouverez le 25 juin, même endroit, même heure, pas de bonne heure, mais certainement de très bonne humeur. Je vous souhaite une excellente soirée à tous et tous. Salut.